Bonjour à toutes et tous. Première question, beaucoup d'agriculteurs, aucun agriculteur parmi vous? Plutôt, j'ai présupposé que c'était plutôt peut-être des jardiniers amateurs, peut-être des, voilà, mais pas d'agriculteurs. Je vois qu'effectivement, il n'y en a pas. Donc là, j'ai pas fait faux. Parce qu'on est sur un sujet qui est très, très vaste. Je vais essayer de traverser sans ni vous perdre, ni vous ennuyer. On verra. Vous me le direz. Qui je suis, bon, jeune retraité, là, depuis quelques semaines, avec une carrière à moitié dans les pays en développement principalement. Enfin, j'ai eu la chance, du coup, de travailler sur les sols un peu du monde entier. Et puis, j'ai toujours eu la chance et le choix de travailler en milieu paysan. Donc, plutôt sur la qualité du sol en relation avec sa mise en valeur. Voilà. Avec quand même une spécialisation fondamentale qui est sur la physique du sol, sa structure. Hein, quand vous le prenez en main, vous voyez bien que c'est pas un gros bloc. Enfin, j'espère pour votre jardin. Et puis voilà. Et puis différents rôles. Ben, on a toujours plusieurs casquettes entre l'enseignement, puisque depuis 20 ans, je suis enseignant-chercheur en école d'agronomie à Genève. Et puis la recherche. Et puis après, ça nous entraîne, vous allez voir, dans pas mal d'autres choses. Mais je ne détaille pas. À propos d'humus, donc, c'était l'interpellation qui m'avait été faite, l'humus et la santé des sols et la santé de plein d'autres gens et de choses. Donc, on va essayer de traverser ça à ma façon. On pourrait faire un mois de cours sur l'humus, donc voilà, on va faire autrement quand même. Et puis, si vous restez sur votre faim, vous me poserez des questions, je compte aussi là-dessus. Et n'hésitez pas aussi en cours de route à m'arrêter en disant non, mais là, j'ai une question, ben, on la prend. Voilà. Première chose que j'aime bien rappeler, c'est que humus, dont on va parler, ça veut dire sol en latin. Dans la Bible, Adam est né du sol et vous savez qu'ensuite, on a réussi à extraire Ève d'Adam via une côte. Voilà, donc non, mais à l'époque, on était fort. Si on regarde en hébreu, Adam veut dire le sol et Ève veut dire la vie. Donc la vie vient du sol. Ça, c'est la signification véritable de ces termes. Voilà. D'où les illustrations là, de l'extraction pénible d'Ève. Voilà, la vie vient du sol. Et ce terme sol se dit humus en latin cette fois. Voilà. Alors, on dit humus, mais on dit aussi matière organique. Alors, j'ai mis à peu près égal à, parce que pour les puristes chercheurs, il y a des petites différences, mais on va être, en fait, dans le jargon, on va quand même parler de matière organique du sol. Cela dit, matière organique du sol, ce ne sont pas des bottes de paille qu'on aurait enterrées. On va voir que c'est quand même autre chose. Alors, c'est tous les résidus végétaux et animaux qui se décomposent. Et il y a une série de décomposeurs, une série de processus qui font que petit à petit, vous avez des molécules très denses, très lourdes, hein, très complexes, à base notamment de carbone dit organique. Hein, ce n'est pas du carbone minéral comme dans la roche calcaire. Et puis, qui sont très complexées, très denses, et qui le sont d'autant plus qu'elles vont se lier à la matière minérale. Cette matière minérale qui va pouvoir réagir avec les argiles, avec la matière organique, ce sont les argiles. Les argiles minéralogiques, c'est-à-dire des particules plutôt de petite taille, mais avec des charges de surface. Enfin, ça, là, c'est la magie de la minéralogie qui se produit dans les 2 premiers mètres de sol et qui génère là des constituants très particuliers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se lie aux argiles et vous allez voir que ça va conditionner énormément de choses. Et vous aurez le droit de me demander comment on fait dans un sol qui n'a pas d'argile. Alors, humus et carbone organique, des petits chiffres aussi. La matière organique du sol, en moyenne, contient à peu près 60% de carbone, l'atome carbone, carbone organique. Et puis, on verra que ce n'est pas indifférent depuis quelques années. 1 tonne de carbone, c'est 3,66 tonnes de CO2. Voilà, on reparlera du CO2. Quand on fait une analyse de sol, pour tout simplifier, on va mesurer le carbone organique. Mais si on parle entre scientifiques, on parle de carbone organique. Si on parle à des agriculteurs, par exemple, on parle de matière organique. Et l'analyse a porté sur le carbone, et puis par convention, on fait fois 1,73 à peu près, et ça nous donne la teneur en matière organique. Mais quand un agriculteur a une analyse de vous avez 4% de matière organique, nous n'avons pas analysé la matière organique, nous avons analysé le carbone, et fois 1,70. Alors, voilà, 70. Bon, et donc, c'est important parce que c'est pas pour vous perdre, mais de temps en temps, ben, on a des graphiques scientifiques qui sont en carbone, et de temps en temps, on a de la communication, vulgarisation, formation qui est en matière organique. Voilà. Il y a toujours ce 1,60 quelque chose, 63 entre les deux.
Bien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Première chose importante, c'est que vous avez les plantes qui font la photosynthèse. Donc, elles ont la gentillesse de nous restituer de l'oxygène à partir de CO2 atmosphérique qui a été capté par les plantes. Voilà. Et ça, c'est un phénomène local dans une plante. Et cette plante, ensuite, elle va mourir, elle va lâcher des résidus. Alors là, je vous montre les résidus à la surface du sol, mais il y en a autant qui sont les racines qui meurent et les exudats racinaires, tout ce que les racines vont produire. Elles ont des stratégies, elles ne se contentent pas de vivre et mourir, elles ont des stratégies pour exuder des molécules qui sont appétissantes pour des bactéries ou pour même de la macrofaune du sol, ce qui va créer une activité qui a leur propre bénéfice, etc. Donc il se passe beaucoup de choses là-dedans, on verra en dessous, mais déjà en surface, vous avez ces résidus, et quand vont s'humifier, donc se transformer en matière organique humifiée, il y a des partenaires comme les vers de terre, comme les champignons, la AMF, c'est mycorhize, les bactéries, etc., les racines, tout ça va conduire à former ces matières très denses. Vous avez l'habitude de voir, quand vous prenez de la terre de votre jardin, c'est foncé. Alors, je ne parle pas de ce qui est en surface, plus ou moins décomposé, hein. Je parle vraiment de la terre, avec les minéraux aussi. C'est foncé, et en fait, c'est assez robuste, parce que même quand on veut tout enlever, on n'y arrive pas. Il y en a une partie qu'on n'arrive pas à détruire sans détruire aussi les minéraux. Donc, ça peut être vraiment très, très lié. C'est la matière organique liée, en général, aux argiles pour être stabilisée. Alors, c'est surtout en surface du sol qu'on la trouve, mais on en trouve jusqu'à 2 mètres et plus. Tout dépend du climat, du type de sol et de la végétation, beaucoup, si vous êtes sous forêt, etc. Mais vous avez le gros du stock, là, c'est plein de chiffres mondiaux, le gros du stock est dans les 20-30 premiers centimètres. Et il y a aussi un lien avec l'âge. Le renouvellement se fait plutôt par la surface, même s'il y a aussi l'activité des racines. Et donc, vous avez des matières organiques qui, dans les 30 premiers centimètres, la plupart ont moins de 50 ans. Et puis, par contre, quand vous commencez à descendre en profondeur, l'âge, vous voyez, peut augmenter 300 ans, 1000 ans, 3000 ans. Ce qui veut dire que si vous dégradez une matière organique de sol, vous utilisez des ressources fossiles. Elles ont déjà, éventuellement, quelques milliers d'années. Voilà. Donc, l'image qu'on va en ressortir, et puis l'intérêt qu'on va en ressortir, il fait appel à un passé qui va de quelques mois à quelques milliers d'années. C'est dans votre sol, et ça fonctionne. Oups, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est en relation avec la qualité du sol, parce que la matière organique, pour la partie superficielle du sol, c'est le premier facteur de fertilité. Avec quelque chose d'assez magique, c'est que vous avez un lien proportionnel entre la teneur en matière organique en bas et puis les fonctions des sols ou les propriétés. C'est proportionnel. Si vous faites x2, vous faites x2. Voilà. Et là, j'ai mis une liste très abrégée des propriétés, comme la réserve en eau, l'aération, l'infiltration, la stabilité, propriétés mécaniques, donc la capacité à porter des engins, par exemple, les nutriments, la réserve en nutriments, très important, l'activité biologique, la biodiversité, l'épuration des eaux, etc., parce que la liste complète est très longue, et il n'y a pas grand-chose qui passe à côté. Chaque fois, c'est proportionnel. Ça, c'est un petit côté magique. On se dit, alors c'est bien, alors on va monter là-bas, parce que du coup, on va y gagner beaucoup. On ne peut pas forcément monter là-haut, mais c'est proportionnel. Ça veut dire que quand vous en gagnez, vous gagnez proportionnellement sur beaucoup de propriétés de fonctions, et quand vous en perdez, évidemment, c'est l'inverse. Excusez-moi, vous avez cette coupe là, mais il n'y a pas un moment ça rendit quand même. Là, on rentre dans le dur, là, déjà. Non, en termes de propriété, alors il y a eu longtemps ce concept, il traîne encore pas mal, de saturation du sol en matière organique. On ne le retrouve pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on gagne, on va gagner en propriété dans des sols cultivés, pas des sols manipulés en laboratoire. Donc déjà, vous verrez des chiffres, dans des sols cultivés, on a des gammes de teneur en carbone pour le même type de sol énormes, et les propriétés suivent toutes linéairement. Donc on n'a pas trouvé de plafond. Donc dans les années, alors je vous parle de choses récentes, dans les années 2000, on disait oui, mais il y a une saturation à un moment donné. Il y a une saturation dans la capacité à augmenter la teneur. En revanche, quand la teneur augmente, les propriétés augmentent. C'est pour ça que justement, on ne peut pas dire, oui, comment je vais aller là-bas. Non, on va s'arrêter là, on va être plafonné. Et du coup, alors c'est une asymptote. Donc le vrai plafond, on ne le connaît pas, mais c'est une asymptote. Et puis, du coup, mais vous verrez, on ira plus dans le détail d'ailleurs. Je vous embrouillerai un peu plus. Et puis, donc, du coup, les fonctions augmentent proportionnellement. Ce plafond, on ne le connaît pas. Donc, le côté saturation, c'est un terme qu'on évite désormais. On aime bien discuter entre chercheurs, donc on va le faire pendant 20 ans, mais enfin, voilà. Et puis, c'est plutôt le fait que la recharge en matière organique est d'autant plus difficile qu'il y en a déjà beaucoup. Vous verrez pourquoi, j'espère. Voilà. Et puis, un fait à noter, alors donc, il y a beaucoup de choses qui ont trait à la fertilité physique, mais pas seulement.
peut parler de microbiens, on peut parler évidemment de nutriments, etc. Et en gros, les chiffres, c'est qu'on en a perdu 50 à 70% de la matière organique des sols dans les terres cultivées depuis le courant du XXe siècle. On verra aussi pourquoi. Comme on dit, on peut gagner, mais on a perdu. Et donc, on a perdu sur toutes les fonctions. Alors, par exemple, le sol est un réacteur biologique. La biodiversité souterraine est bien plus grande que la biodiversité aérienne. Vous avez dans un gramme de sol jusqu'à 10 milliards de bactéries, communément 100 000 espèces différentes microbiennes. Voilà. Si vous prenez un hectare de sol, avec des vaches en train de paître, il y a moins de poids de vaches que de poids de lombric en dessous, de vers de terre, etc. Donc 10 tonnes de bactéries, 10 tonnes de champignons, 4 tonnes de vers de terre, avec une diversité énorme. Et quand on essaie de comprendre cette biodiversité, les facteurs qui sortent prioritairement, c'est la teneur en matière organique et la qualité de l'habitat, c'est-à-dire la microstructure. Vous voyez sur l'image qui est là, on devine qu'on n'est pas très heureux comme bactérie, et sur l'image de l'autre côté, on a un super réseau poral avec de l'eau, de l'air et tout ce qu'on veut, etc. Voilà. Alors, il se trouve que la qualité de la structure et la teneur en matière organique sont elles aussi liées. Donc finalement, on a la matière organique qui est quand même de nouveau sur le dessus du pavé. Voilà. Donc on parle plus facilement de qualité biologique du sol comme habitat que de qualité de la biologie du sol qui est très difficile à qualifier. On a affaire à 100 000 espèces de bactéries dans un gramme, etc. N'oublions pas, dans un sol non pollué, si vous êtes plutôt jardinier des villes, vous pouvez vous poser des questions. Les jardins familiaux sont en général des belles réserves. Voilà. Pas forcément au point d'embêter les bactéries, hein, je vous rassure, on a égaré 750 tonnes de mercure dans la vallée du Rhône, en amont du lac Léman, une entreprise qui n'a pas très bien contrôlé. Voilà. On est passé de 100 000 espèces à 80 000 espèces de bactéries par gramme de sol. Alors bon, pour les puristes, on en a perdu 20%, c'est dramatique. En termes de fonctionnalité, les 80 000 espèces de bactéries font encore le job, sans problème. Il ne faut pas confondre la diversité qui, en soi, est quelque chose qu'on ne veut pas dégrader, de la fonctionnalité. Il n'y a pas 80 000 fonctions aux bactéries du sol. Et quand il y en a encore 80 000 espèces dans un gramme, ce sol fonctionne encore très largement. Mais il est impropre à la consommation. Il est impropre à autre chose, ouais, c'est ça. Mais pas à la vie bactérienne. Il est moins propre à la vie bactérienne. Et si on parle de fonction des sols, on ne peut pas non plus se mettre à hurler en disant ce sol ne fonctionne plus. Du point de vue bactérien, ça reste pas vrai. Voilà. Alors, fonction des sols, il y en a plein, mais par exemple, vous voyez, ça c'était un titre de la société américaine, The Hunt for Antibiotics in Soils. Oui, 70% des antibiotiques viennent du sol. Il y a justement ces centaines de milliers d'espèces de bactéries et de champignons qui se font la guerre, et donc ils ont de l'inventivité, ils ont des molécules, et c'est un des endroits où on va retrouver beaucoup d'antibiotiques, par exemple. Alors la nourriture, on le sait un peu plus, mais il y a plein d'autres choses. Si on fait le tour des fonctions des sols, ça c'est une vision abrégée, il y a des tas de choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé, comme l'archéologie, comme l'absorption de radiation, comme etc. Souvent les gens se disent, oui, on sait, c'est la production de biomasse, c'est-à-dire en gros faire des fibres, faire de la nourriture. C'est un tout petit bout, ça, des fonctions des sols, il y en a beaucoup. Ce sont des choses qui sont apparues, je dirais, aux yeux des décideurs, du public, etc., au XXIe siècle. Au XXe siècle, il y a zéro information là-dessus, même si, au niveau recherche, on sait des choses. Voilà. Ouh, tu me fais quoi, toi? C'est pas prévu. On va revenir en arrière, à moins que vous ayez tout capté. Voilà. Pourquoi il m'a fait ça? Voilà. Alors, juste pour rappeler qu'on dépasse nos limites planétaires sur plein de facteurs. C'est vrai aussi pour les sols. Début du XXIe siècle, on s'est rendu compte que tous les services qu'on appelle les services écosystémiques dont on bénéficie, la plupart vont reposer, les terrestres, sur les sols. Certains marins aussi d'ailleurs. Et vous avez des rapports, ça c'est 2018, l'IPBES, International Panel for Biodiversity. Voilà, la dégradation des sols empire, elle est critique, elle menace le bien-être de 3,2 milliards de personnes. D'autres rapports, on a eu ceux du GIEC, etc., qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Alors, très récemment, encore une fois, on a besoin de sols en bonne santé, ça devient évident. On commence à entendre nos politiques parler de sol tout à coup, même au plus haut niveau. On se dit, oula, est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur a parlé dans le sommeil? Mais c'est quelque chose qui apparaît maintenant, ça n'aurait jamais été inimaginable il y a 20 ans. Voilà, alors les sols menacés, vous voyez, je vous parle du XXIe siècle. Un des tout premiers, c'est un numéro spécial de la revue Science.
2004, c'était avant que Al Gore fasse son film sur le changement climatique, donc le changement climatique était encore quelque chose de largement ignoré. Et là, il vous dit, l'érosion, c'est un problème aussi grave que le changement climatique. Alors, changement climatique, aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils en ont effectivement trop entendu parler, mais si vous allez faire un micro-trottoir dans les rues de Strasbourg, si vous demandez pour l'érosion, vous risquez d'avoir peu de succès. Mais c'est considéré comme tout aussi inquiétant. Bon, faisons-nous peur. Menaces, etc. Ça, c'est du 2006, vous voyez, 2016. Et puis, ce rapport, celui-là, beaucoup fait bouger, réagir, c'est celui sur les interactions entre la dégradation des sols et le changement climatique. C'est GIEC 2019. Voilà. Donc, beaucoup d'alarmes, mais qui ont quelques années. Et la Commission européenne, qui bosse sur le Green Deal, avec des nouveaux trains de loi, un petit peu à peine depuis quelques années, depuis 2-3 ans, ça ne vous aura pas échappé, que certains milieux n'ont pas tellement envie qu'on améliore nos législations environnementales, mais enfin, le bilan lui est fait, et vous voyez, érosion, compaction, perte de matière organique, pollution, perte de biodiversité, salinisation, voilà, toutes les plaies d'Égypte qui menacent les sols et dont le bilan est chiffré, comme vous voyez ici. Et voilà. Donc aussi, au niveau politique, dans des collectivités comme la Commission, comme l'Union européenne ou dans les différents pays, à des degrés divers, il y a des trains de mesures qui se mettent en place. Bon. Alors, pourquoi les sols cultivés sont-ils dégradés ? Et là, je vais mettre un focus sur les sols cultivés parce que c'est une grande partie de la surface. Et c'est là qu'on va beaucoup atteindre les services écosystémiques. Alors, il y a plein de choses. Il y a l'intensification, la compaction. Vous voyez, la moissonneuse-batteuse, là, n'a pas réussi son coup. L'érosion. Et vous voyez ici, dans votre jardin, j'espère que ce n'est pas comme ça parce que voilà, ce sont des beaux blocs dans lesquels il n'y a rien qui se passe. Pas d'échange d'eau, pas d'échange d'air, pas de vie. Et derrière, il y a une porteuse dont on a pris conscience petit à petit, en lien avec ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'il y a la perte d'humus, perte de matière organique, qui a conduit à affaiblir les sols, à les rendre vulnérables, et à faire que tous ces impacts ont été amplifiés. Voilà. Alors, si on monte un peu dans le temps, la matière organique ne nous a plus intéressés depuis plus d'un siècle et demi. C'était la star, si vous voulez. Alors, la star des agronomes, c'était Albrecht Herr, un Allemand, mais qui a été traduit dans toutes les langues. C'est le début du 19e siècle. Et à l'époque, on ne savait pas faire grand-chose d'autre pour entretenir la fertilité des sols que d'apporter de l'engrais de ferme, du fumier. Et donc, lui a énormément théorisé ça, en théorisant l'impact d'une intensification, des rotations, etc., sur les rendements futurs. Il a tout chiffré en poids de seigle et il a tout chiffré par rapport à la stratégie d'apport de matière organique. Donc, en termes de raisonnement sur la durabilité, etc., c'était un précurseur extraordinaire. Évidemment, en termes théoriques, il n'avait pas les éléments. Et il était cantonné à la partie engrais de ferme, qui à l'époque, l'élevage et l'agriculture n'étaient absolument pas dissociés. Voilà. Et puis ça s'est calmé au milieu du 19e, comme beaucoup de choses, parce qu'on a commencé à comprendre la nutrition minérale des plantes, à amener les éléments minéraux. L'ouvrage le plus célèbre, c'est celui de Liebig, mais il a été précédé de quelques autres. Ça, c'est 1840. Et on est arrivé à l'ère NPK. Ça, c'est les grosses potasses d'Alsace, ça, c'est pour vous. Mais les grosses légumes, pardon, là, la potasse d'Alsace. Mais N, azote, ça, c'est 1913, procédé à Berbosch, phosphore, et puis K, le potassium, qui est venu un peu plus tôt. Voilà. Et dans le même temps, ce qu'on sait moins, c'est qu'on a des études. Alors ici, c'est une conférence scientifique comme la mienne, avec un certain monsieur Vaillant, des labours profonds, de leur utilité, des instruments propres à les exécuter. Ça, c'est 1875. Et ils plaident pour des labours à 80 cm en 1875. Il n'y a pas de moteur. Il dit, mais c'est pas grave, on peut mettre 16 bœufs en ligne, et il donne l'adresse des fabricants de charrues, et mettre 16 bœufs en ligne, et son argumentaire, c'est que le sol, en fait, n'existe que si l'homme y a touché. On est dans le positivisme de post-Auguste Comte, là, et on est rentré dans une espèce de religion d'un mythe, et donc l'environnement est pour l'homme, et n'a de valeur que si l'homme l'a manipulé. Voilà. Et donc, le sol vierge vient évidemment en dessous, il a peu d'intérêt, sauf si les puissants instruments de l'homme, enfin, je passe sur le délire semi-érotique qu'on voit derrière, là, et puis les cultivateurs qui font pas ça, c'est des âmes, ils n'ont pas compris. Voilà. C'est extraordinaire, parce que là, on parle de labour profond, on l'a fait plus tard, le labour profond. Mais là, c'était complètement impossible théoriquement, mais si, c'était déjà plaidé, et pour des raisons qui sont des raisons de mythologie scientifique, qui n'ont aucune base scientifique. Et après, on a approfondi le labour, effectivement, on va en parler un petit peu,
mais sans aucun argument scientifique. Ça fait 20 ans que je demande à tous mes collègues et je cherche où on a montré qu'il fallait labourer plus profond. Tout le monde me regarde comme ça, je ne sais pas. Alors, Dieu sait si ça a été une transformation massive de l'agriculture, mais elle n'a pas de base. Ou alors, il faut demander à M. Vaillant en 1875, parce que voilà, c'est l'homme qui fait l'environnement fécond. Voilà, alors à quoi sert le labour, évidemment? Bon, on ne va pas trop y rester, ce n'est pas le sujet du jour, mais quand même, si vous regardez ce tableau de Bruegel l'Ancien, ben, au premier plan, on voit qu'on laboure, alors c'est pas à 80 cm, hein, voilà. Mais il a fait ce tableau, et puis c'est la chute d'Icare, hein. J'ai coupé un petit bout, mais enfin c'est la chute d'Icare. On a là un berger qui attend quelque chose du ciel, visiblement, mais au premier plan, c'est ça. On a là des caravelles qui partent aux Amériques, mais ça compte pas. C'est un message politique, hein, ce tableau. Ce qui compte, c'est ça. Voilà. Alors pourquoi? Alors vous avez effectivement des livres entiers de maximes, hein, de proverbes sur le labour. Pourquoi? Parce que c'est le premier moyen de lutte contre les mauvaises herbes, les adventices, hein, et que à l'époque, on n'avait rien d'autre. Et ça a complètement débloqué beaucoup de famines, de pouvoir retourner la terre. Voilà. Lutte contre les adventices. Voilà. Alors, l'agriculture intensive, là, on arrive à notre époque, mais on entre par le plan Marshall, donc la relance de l'Europe avec des prêts, avec des priorités notamment agricoles, hein, donc des prêts pour de l'achat de matériel, etc. L'idée, c'est libérer de la main-d'œuvre pour les productions secondaires et tertiaires, donc moins d'agriculteurs, et puis baisser les coûts des produits agricoles pour que cette main-d'œuvre puisse acheter des produits transformés. Le panier de la ménagère, hein, ce qu'on appelle le panier de la ménagère, le coût de l'alimentation des ménages, sortir de la guerre de 40 en France, on était autour des 75% du revenu moyen déjà. L'objectif, c'était de baisser à 25%. Est-ce que vous avez une idée de combien on est aujourd'hui? Ouais, parfois en dessous de 10. Ouais. En Suisse, on est même à 7, mais on gagne peut-être un peu plus. Voilà. Donc, objectif atteint, parfaitement atteint, avec comme pilier le machinisme, hein, beaucoup de prêts dans le plan Marshall pour des machines agricoles, la fertilisation minérale, donc NPK, la sélection variétale, on a unifié, on avait sur les blés plusieurs centaines de variétés sur le moindre terroir, et puis maintenant il en reste 3, quoi, à l'échelle de toutes les agricultures développées. Spécialisation, donc on va séparer l'élevage des grandes cultures, etc. Et extension des fermes, parce qu'il y a moins de monde, c'est un objectif, et on leur donne des machines pour qu'ils puissent travailler le sol plus vite pour pouvoir être peu. Donc après la Seconde Guerre mondiale, on a aussi le machinisme. En plus, ça a bien progressé pendant la guerre, donc les machines se sont développées, et on peut, par exemple, faire du labour plus profond. Vous voyez, il y a des choses comme ça, là on est à 1,60 m. Votre avis, c'est en Union soviétique? C'est en Suisse. Le sol, il porte, je crois qu'ils mettent la photo là, il porte bien la trace encore, c'est juste intact. Voilà, donc il y a quand même 4 chenilles en ligne, hein. Mais globalement, on voit souvent ça, hein, un grand nombre de charrues comme ça. Oui, vous êtes tout seul sur 10, puis 20, puis 30, puis 50, puis 80, puis 100, puis 250 hectares, et la fenêtre dans laquelle vous devez faire, par exemple, votre labour de printemps avant de mettre du maïs, c'est toujours la même. Il va falloir aller plus vite et avec plus de puissance. Voilà. Le problème, c'est que ça fait perdre du carbone organique, ça atteint la structure et on le fait cramer. C'est un des problèmes, ce n'est pas le seul responsable de la perte de matière organique, mais c'est un facteur puissant à partir des années 70-80, quand les tracteurs de 40 chevaux de nos grands-pères ou arrière-grands-pères ont été remisés pour des 60, 75, 100, 200. Maintenant, on est à 600 et 800 chevaux. Voilà. Alors, santé des sols et agriculture, il y a une boucle là, et on va revenir à la matière organique. Vous savez que les agriculteurs, c'est une profession qui se fait quelques soucis. C'est pas d'hier, mais c'est très fort. On a parlé des problèmes de dégradation des sols. L'agriculture est pointée pour son bilan des gaz à effet de serre au niveau de la planète, non négligeable. Pour des boucles de rétroaction pas du tout vertueuses entre le changement climatique et la dégradation des sols. Et puis, en même temps, on constate dans le monde entier un plafonnement des rendements, alors que les investissements continuent d'augmenter, les facteurs de production continuent d'augmenter, mais les rendements bloquent depuis la fin du XXe siècle. On ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est partout. Ça, c'est un tableau français. En Suisse, c'est la même chose. Ça, c'est une publication à l'échelle mondiale. C'est un facteur observé partout. Voilà. Alors, en résumé, dans l'intensification agricole, qui a très bien marché, on a multiplié les rendements par 10, hein, attention.
sauf qu'on a pas mal travaillé sur des ressources non renouvelables. Fertilité physique gérée contre le sol, on a fait du sumo avec le sol, hein, pas du judo. Fertilité chimique hors sol, on amène ça depuis du minier. C'est la rencontre d'une idéologie du 19e siècle et d'un modèle économique et de moyens qui sont apparus dans le courant du 20e siècle, notamment post-Seconde Guerre mondiale pour la chimie et pour le machinisme. Voilà. Alors la matière organique, depuis Albrecht Daher 1812, elle est passée sous les radars. On n'en parle plus, très peu de recherches, très peu de travaux. Dans la vulgarisation agricole, on dit ouais, il faudrait 2% de matière organique, enfin, mais c'est pas un sujet. Donc dans les formations agricoles, ça n'y est pas non plus. On n'en parle pas. Et pendant ce temps-là, nos sols se sont appauvris en une trentaine d'années de façon assez considérable, avec l'apparition de problèmes qui là ont été les premiers warnings. De nouveau, c'est les warnings sous la forme attendez, là, ça va plus, c'est la recherche qui a commencé à le dire, ça va plus et on va bientôt avoir des problèmes. Ah bon, quel problème? Des inondations massives, etc. Ça, c'est les années 80. Ah bon, quand? Quand il y aura la pluie de temps de retour décennal, sur des sols nus, donc à l'automne, et que. Ça s'adresse à des politiques qui gèrent les négociations à court terme de la politique agricole commune, etc. Dit oui, d'accord, merci. Et puis, vous avez eu la baie de Somme en 1990, et vous avez eu la suite, Nîmes, Maison-la-Romaine, etc. Voilà. Donc, une agriculture minière, une stratégie en fin de course, et vous allez voir qu'il y a des virages qui se prennent, notamment parce que cette fertilité physique du sol a toujours été négligée. Là, voilà, il a eu la bonne idée de labourer sa prairie, c'est pas Gaulle. Et c'est le siège des transferts eau et gazeux, c'est l'infiltration et l'aération, c'est le réservoir en eau, et en oxygène, c'est l'habitat pour la vie, c'est la colonisation racinaire. Et voilà. Et donc, en plus, on veut que tout ça se soit très aéré, mais très stable. Le beurre et l'argent du beurre, parce que on veut pouvoir travailler dessus, etc., que ça draine. Et ça va être très dépendant de la teneur en matière organique et de l'activité biologique. Voilà. Donc ça, on a constaté qu'on était arrivé au bout. Juste pour vous illustrer, par exemple, la portance. Ça, on est à l'automne, en Sologne. Dans cette parcelle, ils n'ont rien pu faire de l'année. Très humide et puis des sols extrêmement dégradés. Le monsieur a raison d'avoir mis des bottes, sauf que là, tiens donc, juste à côté, une moissonneuse-batteuse qui est en train de récolter un maïs, qui fait même pas de traces de roue, dans un sol qui n'est pas du tout le marécage qu'il y a là, et il a fait un maïs, ce monsieur-là. Il se passe quoi? Il se passe que ce gars-là emploie des méthodes, ici, c'est lui qu'on avait en photo au début, il emploie des méthodes de régénération des sols, dont on va parler un petit peu, et c'est lié à la régénération des teneurs en matière organique. Et pendant que lui ne peut rien faire et n'a rien cultivé de l'année, lui a succédé ses cultures et puis rentre sur la parcelle avec sa machine. Voilà. Juste une illustration de ce que la teneur en matière organique va apporter en termes de qualité physique du sol, qui n'est qu'un des aspects de la fertilité. Voilà. Alors derrière, ce qui a quand même servi de réveil matin, c'est la question climatique. Là, rien à voir, vous allez me dire, si, on va voir qu'il y a quelque chose à voir. C'est qu'il y a eu un chiffre à la COP21, donc 2015, qui est sorti et qui a fait rêver. Écoutez, on émet à peu près 9 gigatonnes de carbone, en CO2, annuellement de ressources fossiles. Et dans les sols, il y a 2400 gigatonnes stockées sous forme d'humus. Donc ça, c'est un 4 millième de ça. Si on pouvait augmenter d'un 4 millième chaque année, fois 1,004, c'est bon, vous pouvez continuer à prendre EasyJet pour aller faire un week-end à Ibiza, puisqu'on équilibre les émissions et avec cet apport. Donc, retour sur eux-mêmes des climatologues en disant aux agronomes et aux pédologues, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous remettre, est-ce qu'on pourrait remettre 1,004 chaque année? Pas grand-chose. Dans les sols, voilà. Ça s'appelait l'initiative Cap pour 1000. Jusque-là, tout va bien. Il y avait beaucoup d'autres méthodes proposées à la COP21 pour limiter le réchauffement. Voilà, ça c'est le constat qu'en tout cas, si on fait le 4 pour 1000 dans les sols, c'est bon, on a bloqué les émissions fossiles. Et puis là-dessus, il y a eu un rapport commandé au Conseil scientifique des Académies des sciences européennes. Donc c'est les technologies de séquestration, Negative Emission Technologies. What role in meeting Paris Agreement target, celui de COP21. Lisez juste l'intro, le résumé, vous verrez que toutes les technologies dont on vous parle encore aujourd'hui sont mises consciencieusement à la poubelle en disant c'est pas déployable, c'est à beaucoup de risques, c'est hors de prix, c'est etc., etc. C'est un effet probablement minable, sauf les sols. Ça, c'est immédiatement déployable.
Il n'y a que des effets positifs. Il n'y a pas de coût associé, etc. Voilà, ça, c'était 2017, ce rapport 18, la publication sur 18. Voilà, alors là, c'est le moment où on a commencé, moi qui travaille beaucoup en réseau avec des agriculteurs, des syndicats agricoles, des coopératives, je leur ai dit, lisez ça parce que c'est un train de marchandises qui va vous passer sur le ventre quand les gens l'auront intégré, donc dans 10 ans, maintenant, sauf si vous prenez les commandes de la loco avant. Un des gros enjeux. Voilà, alors vous trouvez ce 4 pour 1000, et puis dans ce 4 pour 1000, il y a toutes sortes de recommandations, hein, mais on va les revoir. Simplement, l'adaptation au changement climatique, ce n'est pas la limitation du changement climatique, c'est aussi être capable de cultiver encore. Et là, on nous annonce des sécheresses, des pluies extrêmes. Alors, on n'a plus besoin de vous les annoncer, hein, vous avez vu maintenant, ça y est, il y a longtemps qu'on le dit. Donc, des inondations, des températures extrêmes aussi dans les sols, hein, des nouveaux ravageurs, etc. Et par rapport à ça, on veut des sols plus résistants et plus résilients. Et ça, c'est l'apport de matière organique et des techniques associées qui permettent de gagner. Alors, on ne gagnera pas tout et n'importe quoi. Si on fait plus 7 degrés, on n'y sera pas. Hein. Mais enfin, on peut gagner énormément sur différents facteurs. Donc, plus de matière organique. Le revoilà. En plus du 4 pour 1000, il y a ça. Ce qui a rouvert la boîte de Pandore, c'est combien il faut de matière organique dans un sol. Et je vous ai dit, depuis M. Brechtaer, au début du 19e, on n'en parle pas. Alors, ça, c'est les travaux qu'on a fait avec mon équipe, mais qui sont maintenant repris. Ils sont même dans la loi européenne sur la qualité des sols, donc c'est largement validé. Si on veut des sols très peu vulnérables, donc très résistants et très résilients, résistance, résilience, par définition, c'est la vulnérabilité, il faut, c'est pas une teneur en matière organique argile qu'il faut, en matière organique, c'est un rapport matière organique argile. Pour 1% d'argile, il vous faut 0,24% de matière organique. Voilà. Et ça, ensuite, ça c'est le maximum. C'est des valeurs observées au champ, hein, dans parcelles agricoles, hein, ce n'est pas des théories de labo. Limite acceptable, il faut être à 17%. Remédiation nécessaire, on est en fond du trou, 12%. Voilà. Enfin, je peux vous dire que c'est des chiffres qui ne plaisent pas au départ, et quand la Commission européenne a intégré ces chiffres dans sa Soil Monitoring Law, là, qui est maintenant promulguée, on a eu des réactions violentes de pas mal de pays qui avaient très peur de ces chiffres. Vous allez voir pourquoi. Par exemple, tout simplement, Genève, hein. Donc là, je vais vous montrer les analyses de 2700 parcelles agricoles. La teneur en argile, vous voyez, ça va de sols très sableux, des sols relativement argileux. La teneur en matière organique, voilà nos 2700 parcelles. Bien. Mais ça, c'est la limite sous laquelle il ne faudrait jamais se situer. Ça, c'est les parcelles agricoles genevoises. Merci. Ça, c'est le minimum qu'il faudrait avoir atteint pour être en sécurité. Et je n'ai pas eu la cruauté de mettre le maximum. En fait, il est exactement là. Voilà. C'est-à-dire qu'on a en moyenne matière organique sur argile qui vaut 10%, alors qu'il faudrait qu'il fasse au moins 17%. Il manque 70% de matière organique dans les sols, les terres ouvertes genevoises. Voilà. Alors c'est pire sous vigne et sous verger, mais bon. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot, il faut en remettre. Là, on parle d'agronomie, on ne parle plus de climat. Hein. Il va falloir grimper à fond les teneurs en matière organique si on veut s'en sortir. Les agriculteurs ne s'en sortent plus. Donc ils ont conscience de ça à travers les limitations. Et vous avez vu ces plafonnements de rendement, etc. Mais moi, je continue à investir, je continue à rajouter les fréquences de production, mais ça ne marche plus. Voilà. Alors, est-ce qu'on met n'importe quelle matière organique? Alors ça, c'est un sujet sur lequel vous aurez peut-être envie de revenir, mais non, on ne met pas n'importe quelle matière organique. Alors, vous avez en gros deux grandes catégories. Vous avez les matières organiques relativement stabilisées, que sont les composts, les fumiers compostés, les fumiers frais, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, vous pouvez en apporter. Si vous avez les moyens d'acheter et qu'il y a une source, vous pouvez aller un peu plus vite. Je ne vous conseille pas d'aller trop vite, parce qu'il y a des inconvénients, mais enfin, vous pouvez booster un petit peu votre augmentation de teneur en matière organique, avec quand même des limitations. Ce sont des matières organiques plus stables que les résidus frais, mais beaucoup moins disponibles pour l'activité biologique. Et du coup, on a moins d'interaction ensuite entre l'activité biologique, la matière organique, la matière minérale. Et on le voit bien, je travaille avec énormément d'agriculteurs un peu partout. Ceux qui ont mis l'accent là-dessus, la récupération des teneurs en matière organique est rapide, le sol est noir, mais quand on y regarde bien de près, la structuration est moins belle. Voilà. Donc, en urgence, c'est bien, en appui, c'est bien, un peu de patience et autre chose, c'est pas mal. Alors, autre petit inconvénient, parce qu'on en reparlera, c'est que si c'est importé, en termes de matière organique, on a découvert Pierre pour couvrir Paul. Ce n'est pas la séquestration, ce n'est pas un enrichissement global. Voilà. L'autre alternative étant de travailler avec les couverts végétaux. Il y a aussi d'autres petites possibilités que je mentionnerai. Et là, on va les restituer par roulage pour les écraser au sol.
Et là, on crée le processus naturel des résidus en surface et de leur incorporation. Et ça fonctionne très, très bien. Et ça fournit énormément de services, et notamment en termes d'augmentation des teneurs en carbone du sol. C'est très efficace avec du CO2 local. Donc, ce qui rejoint les attentes des climatologues en tout cas. Oui. Est-ce que c'est pas réglementé? Je sais, pour le fumier, c'est normalement réglementé. On n'a pas le droit de mettre. Alors, on n'a pas le droit de mettre n'importe un. Oui. Et puis, je sais pas pour les voisins, enfin, c'est les voisins qui achètent pour vous, comme ça. Oui. Vous mettre le double. C'est échange. Voilà. Mais disons, oui, il y a des réglementations aussi bien sur les dates d'apport que sur les doses. On ne peut pas faire n'importe quoi. Sur le compost, c'est 100 tonnes hectares en 10 ans ou 10 tonnes tous les 3 ans. Ou 25 tonnes en 3 ans. Voilà, mais il y a des gens qui sont en 200 tonnes. Voilà. Effectivement, ils font un pas. Il faut pas non plus non, il y avait quelque chose comme ça. Ça, c'est pour le fumier, c'est pas pour le compost. Oui, pour le fumier. Voilà. Alors, les couverts végétaux, vous les avez peut-être vus, hein, si vous avez la chance que les gens le pratiquent, c'est fait au sol, ils sont tout couverts de plantes fleuries en interculture. On ne laisse plus jamais le sol nu, et ça peut faire 5, 10, 15 tonnes de matière sèche aérienne, sans compter la souterraine, à peu près équivalent, entre deux cultures qui, eux, vont être restituées au sol. Et donc, c'est un peu, je n'aurai pas le temps de détailler, mais c'est un peu le couteau suisse de l'agronomie moderne, parce qu'on a énormément de services apportés par l'introduction de ces couverts végétaux, d'interculture courte, quand vous êtes entre une récolte d'été et une culture d'automne, ou d'interculture longue, quand vous travaillez après une récolte d'été et une culture de printemps. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes variétés, ce n'est pas les mêmes mélanges, ce n'est pas les mêmes techniques, mais voilà, c'est une technologie qui se développe énormément et qui demande beaucoup de conseils au départ quand on s'y met. Ça marche très, très fort. Voilà. Alors, stratégie d'apport de matière organique, là, on a évidemment l'intérêt du modèle polyculture élevage qui va permettre de faire des négociations entre ateliers, de ramener de la matière organique sur des sols en grande culture. Sur les grandes cultures, clairement, l'aspect gagnant, c'est les couverts végétaux. Toutes les régions ne sont pas égales. Si vous êtes dans la Drôme, par exemple, vous avez des pics de chaleur estivaux au moment de faire vos couverts qui vont vous limiter les rendements à 5 tonnes, même en irriguant, alors que chez nous, à moins de 8 tonnes, on considère que c'est raté. Voilà. Et puis, si vous êtes, il y a une petite diagonale là, qui part de Montpellier à peu près dans l'Hérault et qui remonte vers Toulouse, où là, vous avez toute une région où c'est très difficile d'avoir des couverts à haut rendement pour des raisons de sécheresse, etc. Donc, c'est un domaine qui bouge beaucoup, qui s'adapte. Mais bon, mixer les sources selon les disponibilités. Hein. Si vous avez différentes sources, vous gênez pas. Pas oublier le bois raméal fragmenté. Vous savez ce que c'est? Non, voilà. Certains, oui. En gros, alors on dit jusqu'à 7 cm, mais disons les extrémités de bois, donc en taille de haie, en agroforesterie et autres. Vous arrivez, avec un parcellaire structuré correctement, à avoir les bénéfices des haies, qui sont par ailleurs assez nombreux, mais en même temps à récupérer à peu près autant de bois que vous auriez par une stratégie d'achat de matière organique, de fumier. Et les coûts, après, en tout cas en Suisse, les coûts de la matière organique obtenue dans le sol sont équivalents. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été développé beaucoup au Canada et qui est appelé probablement à se développer aussi lorsqu'on remet des haies, etc. Donc il y a après beaucoup d'agriculteurs qui commencent à y penser. C'est de nouveau du CO2 local. Jardinage, les apports externes, le plus souvent du compost. Attention à la qualité sur le compost. Et puis, attention, il y a aussi un truc que vous entendez peut-être parler, c'est les biochars. Ok, ça, c'est pas de la matière organique. Je n'en parlerai pas plus maintenant, mais on pourra reparler du biochar, qui est un cas particulier. C'est pas de la matière organique du sol, c'est autre chose. Voilà. Et puis, les formes de matière organique encore, pour la production agronomique, pour la qualité de la structure, le résultat que vous allez avoir physiquement, pour diminuer la vulnérabilité du sol, il faut des formes labiles. Alors là, vous allez trouver la force de vente, ça va vous dire, oui, mes formes, elles sont mieux pour ça, etc. Sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que c'est quand vous dépassez le rapport 17% de matière organique argile, celui qui devrait être le rapport minimum pour être en qualité correcte, c'est là qu'on arrive à des matières organiques labiles qui s'accumulent par rapport aux matières dites plus réfractaires. Et là, je me réfère, disons, aux travaux, notamment chez nous, on travaille pas mal là-dessus, entre ce qui est thermolabile et ce qui est thermostable. Vous voyez, on va augmenter la température pour réussir à les cramer en pyrolyse. Et puis, on a des formes hydrogénées qui sont appétissantes et disponibles. Et à l'inverse, on a des formes qu'il faut brûler à très forte température et qui ne sont ni appétissantes ni disponibles. Et ça, c'est différentes formes intéressantes pour la biologie du sol.
Et on voit qu'en fait, c'est pas tellement une question de quel apport j'ai fait, même si de ce point de vue-là, un couvert végétal va être plus intéressant, mais c'est aussi le fait que de toute façon, quand on a le rapport matière organique argile qui devient suffisant d'un point de vue vulnérabilité du sol, de sa structure, eh bien, on voit aussi apparaître, s'accumuler relativement les formes labiles par rapport aux formes dites réfractaires. Et à l'inverse, si on est en dessous, on a beaucoup moins, la proportion de formes labiles est beaucoup moins grande. Voilà. C'est encore des choses sur lesquelles on peut revenir, mais voilà, en gros, c'est ça. Et moi, je répugne à conseiller aux agriculteurs d'aller faire des analyses de formes de matière organique, c'est très cher, ce qui est en général mal calé, alors que le rapport matière organique argile va leur dire où ils en sont. Alors bon, hein, les bonnes nouvelles et des mauvaises, mais on va se concentrer sur les bonnes nouvelles par rapport à la matière organique. D'abord, je vous ai dit, il y avait eu ce cap pour 1000, et puis, bon, how can we store more carbone, et comment on peut mettre plus de carbone dans les sols? COP21, c'est Paris, donc c'est Stéphane Le Foll derrière qui est aux manettes, un communiste d'agriculture. C'est quand même intéressant parce qu'il nous dit faut faire du bocage, faire du système polyculture élevage, avoir des couverts végétaux, etc. C'est-à-dire à peu près tout le contraire de ce qui est promu par la politique agricole française depuis toujours. Hein. Mais c'est pas grave, on peut être schizo. Et si vous regardez les piliers, en gros, ils renvoient à ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Aujourd'hui, un mot à la mode, c'est régénérative, qui dit attendez. Peu d'intensité mécanique, des sols toujours couverts avec une grande diversité biologique, une forte biomasse, et puis là aussi, la rotation, une grande diversité des cultures au sein de la rotation. Un minimum de diversité et des plantes associées. Ici, vous avez par exemple du colza associé qui va avoir plusieurs espèces en même temps que le colza. Alors bon, si vous voulez, il y a eu un rapport il y a 2 ans sur toujours le Conseil scientifique des académies des sciences européennes. Il y a une version en français. Sur l'agriculture régénérative, qu'est-ce que c'est? Vous avez, j'aime beaucoup ce rapport aussi, alors c'est le Boston Consulting Group, hein, donc c'est pas un groupuscule d'excités écolo, c'est voilà, et il est très bien fait leur rapport sur l'agriculture régénérative. Vous avez le privé qui s'y met aussi, donc le SIA, la plateforme agronomique, vous avez Nestlé, par exemple, qui a fait tout un framework for regenerative agriculture. Vous avez la Commission européenne qui a aussi lancé pas mal de soutien à ce développement. Vous avez la FAO. Voilà. Ouais, ces mots-là, ils sont là maintenant. Ils sont là, c'est pas pour rien. Donc, un peu de vocabulaire au passage. J'aime bien aller chercher du côté de la FAO parce qu'ils font un bon boulot. Tout ce qui est agroécologie, puisqu'on en est là, c'est une approche, alors dite holistique, bon, globale. Principes écologiques et sociaux, ok. Processus ascendants et territoriaux. On n'est pas du tout dans la prescription top-down, on est dans le processus ascendant, ça veut dire qu'il va falloir construire le modèle localement et puis l'agréger. Voilà, pas de méthode unique pour les approches. En revanche, il y a des principes communs, et c'est les principes qui sont adaptés, c'est ce que j'appelle le concept de la boîte à outils. Quand je vous dis, donnez-moi un tournevis, vous n'allez rien me donner, vous allez me dire que tu veux un cruciforme, un plat, quelle taille, etc. C'est ça la boîte à outils. Et cette boîte à outils, elle existe, elle est fonctionnelle. Par contre, il va falloir faire les choix. Voilà. L'agriculture régénérative de son côté, bon, ça, c'est la définition, je l'ai reprise sur le rapport auquel j'avais contribué là, mais décrit des systèmes holistiques, on retrouve ce terme par rapport à l'agroécologie. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner en harmonie avec la nature, tout en maintenant et en améliorant la viabilité économique. Là, c'est presque Rousseau. C'est assez vague, hein, voilà. Et en fin de compte, l'agriculture de conservation, elle, existe, vous allez voir, depuis longtemps, et ça, c'est très précis, et c'est un pilier, parce que toutes ces approches ont comme pilier de régénérer les sols, et ça, là, vous avez perturbation minimale du sol, maintien d'une couverture permanente, vivante, et puis diversification des espèces végétales. Voilà. Ça a été créé par les agriculteurs, ne cherchez pas les chercheurs, c'est l'agriculture, et c'est notamment dès les années 30 aux États-Unis, quand ils ont eu ces problèmes d'érosion massive au niveau éolien, ils ont décidé d'arrêter de labourer, d'arrêter d'exposer ces sols nus et brassés mécaniquement, que ça a démarré, et ça s'est étendu dans le monde entier, après, sous différents modèles, tout comme le bio a été créé par les agriculteurs sans les services publics ou sans la recherche, l'agriculture de conservation également a été créée par des agriculteurs, comme on dit, hein, qui ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, et dans le monde entier, et ça, une longue histoire déjà, on est presque un siècle, ce qui veut dire qu'il y a énormément de techniques derrière.
Alors, je reviens à mon carbone, parce que du coup, vous avez vu, 4 pour 1000, il faut nous mettre du carbone pour sauver la planète. Est-ce qu'on peut? Ah ben, l'agriculture-conservation, ça a l'air de marcher. Et là, la recherche se crêpe le chignon. Donc, est-ce qu'on peut? Vous allez trouver des papiers, des contre-papiers, des discussions, dire on peut pas, oui, non. Ça clignote comme un sapin de Noël. Ça, c'est la recherche en station agronomique. Avec, par exemple, ce papier qui est sur nos terres en Suisse qui dit, oh là là, mais regardez, dans les expérimentations à long terme, donc parcelle expérimentale en station, à part quelques prairies qui gagnent un peu de carbone, tous les autres, ils en perdent. Et même là, attendez, Aubert-Hacker, il est là. Ça, c'est de l'agriculture de conservation depuis 20 ans. Les CEDOC aussi. Ah ben non, mais on perd du carbone quand même. Bon, on ne peut pas en gagner. Voilà. Alors, nous, on a posé la question autrement. On est sorti des stations, on est allé dans les fermes directement. Et pourquoi? Parce que il y a des analyses agricoles depuis les années 80 obligatoires. Chaque parcelle, tous les 10 ans, doit être analysée selon des protocoles et des méthodes d'analyse calées. Et la matière organique fait partie de l'analyse. Donc, on a récupéré des dizaines de milliers d'analyses sur des dizaines de milliers de parcelles chroniques. Voilà, ce qui permet de faire une rétrospective sur ce qui s'est passé. Et en même temps, eh ben, les agriculteurs doivent aussi noter dans des calepins, aujourd'hui c'est électronique, qu'est-ce qu'ils ont fait sur chaque parcelle chaque année. Donc, c'est un peu de boulot, mais on récupère ça et on regarde qui a perdu, gagné du carbone et qu'est-ce qu'ils avaient fait. Voilà. Donc, on est sorti des stations de recherche, on est à la ferme pour des raisons qu'on discutera peut-être, très différentes d'une station de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on voit globalement si on prend par exemple, cette tranche-là? C'est qu'on a à peu près la moitié des parcelles qui perdent du carbone, ça c'est en pour 1000, moins 10, moins 20, moins 30 pour 1000, le 4 pour 1000, il est blotti ici, ou qui gagnent. Voilà. Ça, c'est le canton de Genève, ça, c'est le canton de Vaud, on a fait le Jura, etc. Pour retrouver la même pattern comme ça, avec à peu près centré sur zéro au total cumulé sur 40 ans, avec des parcelles qui ont perdu, des parcelles qui ont gagné, etc. Oui. Comment? Non. Non, ça c'est un problème. Il y en a dans le sol en France, c'est un problème. Là, on a la chance que ce soit obligatoire. Du coup, il y a certains milieux politiques qui demandent, qui disent on va aider les agriculteurs, on va leur simplifier la vie, on va supprimer ces analyses. Simplification égale entubage, faites gaffe. Alors, si on remet la même chose, mais en tendance temporelle, vous voyez que on perdait encore du carbone à moins 5 pour 1000 fin du 20e. 2006, dans les deux cantons, le Jura aussi, on passe à zéro. Et puis, le 4 pour 1000, dont on discute en recherche ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas, pendant ce temps-là, c'est fait. C'est-à-dire, en 2012, on a dépassé dans les différents cantons, en moyenne sur le territoire, le 4 pour 1000. Avec des parcelles qui perdent beaucoup, des parcelles qui gagnent beaucoup, mais au total, en moyenne, on a déjà dépassé. Voilà. C'est ce qu'on va faire à suivre. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi un grand potentiel de progrès, parce qu'on a toujours celles qui perdent. Et si on les passe dans la bonne catégorie, à voir comment, qu'est-ce qu'ils doivent faire, alors là, on va faire un bond en avant. Et c'est l'idée du plan climat Genève, alors depuis aussi du plan climat des autres cantons, qui est en train de se mettre. C'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas... objectif fixé au doigt mouillé, 15 000 tonnes par an, c'est-à-dire un 10 pour 1000 à peu près. En fait, on y est, à ce 10 pour 1000. Alors, Genève est un petit canton agricole, c'est tout petit, il y a 8000 hectares, c'est vraiment peanuts. Ça fait 20% du bilan climat genevois. 20% des progrès sur le bilan climat genevois. Et si vous discutez avec la cellule du gouvernement qui est chargée de ça, ils disent que c'est la seule mesure dans laquelle on prend un peu. Voilà. Et donc, tous les autres cantons gagnent beaucoup plus encore. Voilà. Sachant que, gardons la raison, le 4 pour 1000, c'est mignon, mais si vous faites 4 pour 1000 pendant 30 ans, vous gagnez 13%. 1,004 puissance 30, ça fait 1,13. Et on veut gagner 70%. Alors, s'il faut attendre le temps là, les 150 ans pour avoir gagné, pendant ce temps-là, nos sols, ils sont morts. Voilà. Donc, l'agronomie est beaucoup plus exigeante de ce point de vue-là, du point de vue de l'enrichissement en matière organique des sols, que ne le serait un chiffre moyen climatique. Et on peut faire beaucoup mieux sur nos terres, des régions tempérées, etc. Alors, évidemment, je vous disais, on a regardé ce qu'ont fait les agriculteurs. Donc, alors là, je fais ça un résumé très bref, mais qu'est-ce qui s'est passé? Facteur positif premier, la présence de couverts végétaux, les fameux là, avec évidemment derrière quelle biomasse ils avaient, quelle diversité ils avaient, quel est le pourcentage de sol qui a été laissé nu au lieu d'être couvert, etc., vont répondre très positivement. Le bilan organique, est-ce qu'on a exporté les pailles? Est-ce qu'on a au contraire ramené du fumier? Ça compte. Et en négatif, qu'est-ce qu'on voit sortir? Le travail du sol. L'intensité mécanique, alors ça se chiffre en points, en fonction de quelle machine, quelle profondeur, quelle vitesse, etc. Ça sent très bien.
Voilà. Donc, on connaît ces facteurs, mais évidemment avec un niveau de détail plus élevé, ce qui permet aussi de modéliser. Donc, c'est maintenant, on est dans une autre phase, on travaille avec les agriculteurs, dans le cadre de mesures climatiques, entre autres. C'est la transition agroécologique, et on prend leur carnet des champs actuel, électronique, et on leur dit, là, vous êtes dans du plus temps, ou du moins temps. Ah, et qu'est-ce que je peux faire? Avec ce modèle, on peut dire, tu as quand même beaucoup de sol nu, est-ce que tu peux gagner un peu là-dessus, ou est-ce que tu peux réduire ton intensité mécanique? Ouais, mais comment? On rentre dans une discussion, parce que ces facteurs sont additifs. Donc, ce n'est pas du tout ou rien, je fais pas, c'est je peux augmenter certains facteurs, pour certaines raisons, ne pas en améliorer d'autres. Ça va fonctionner dans certaines limites. C'est une question de système. Si vous voulez faire des couverts végétaux à forte biomasse et que vous labourez, vous aurez du mal parce que vous séchez votre sol au mois de juillet en ayant travaillé, etc. Vous allez semer votre couvert et il va attendre les pluies de fin septembre pour démarrer. Et vous allez perdre 4-5 tonnes. Donc, dans l'aspect systémique, même si les facteurs sont additifs, on voit que certains choix vont entraîner des transformations. À l'inverse, si vous êtes en bio, on vous dit de ne pas labourer, moi, je n'ai pas le droit à l'herbicide. Donc, comment je fais? Donc, les bio, vont devoir trouver les moyens de progresser. Voilà. Alors, les leviers sont additifs, donc tous les niveaux de gris sont disponibles. On a tendance, dans notre société, tout un chacun à raisonner en blanc ou noir. On peut, je peux pas, je dois pas. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un calcul qu'on peut ajuster, comme vous avez la console du DJ là, avec ses petits potentiomètres. Vous pouvez choisir. Je vais aller un peu plus loin sur la réduction de l'intensité mécanique. Je vais essayer d'optimiser mes couverts. Par contre, je ne peux pas acheter de fumier, donc ça, je ne vais pas mettre, etc. Voilà. Donc, en résumé, oui, on peut remonter très vite. Beaucoup d'agriculteurs le font déjà, c'est les chiffres à la ferme. Tous les services écosystémiques et donc toute la société en bénéficie, mais pour l'instant, seuls les agriculteurs font l'effort. L'objectif agronomique est nettement plus exigeant chez nous que l'objectif climatique. Chez nous en France aussi, je ne vais pas montrer les chiffres français, mais c'est aussi très très bas. En Allemagne, enfin partout dans toutes nos agricultures industrialisées. Les techniques, on les connaît, elles sont efficaces. Le problème n'est pas là. Il y a 10% des agriculteurs qui le font, entre 5 et 10. Comment on fait pour généraliser? Et est-ce qu'ils en ont envie? Et comment on leur donne envie? Les planètes sont alignées. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des agriculteurs qui, au total, gagnent en revenus, gagnent en temps libre et retrouvent le plaisir au travail. C'est vraiment le retour de ceux qui ont fait cette transition vers ces piliers, ces principes de l'agriculture de conservation. Mais c'est pas pour ça que le voisin le fait. Vous avez vu tout à l'heure la moissonneuse-batteuse, ça fait 20 ans que le gars il a transformé ses sols et le voisin continue à mettre les pieds dans l'eau. Il va falloir aider ça. Et c'est un enjeu important et là c'est intéressant parce que la chaîne de valeur, jusqu'à vous et moi, on en a besoin. D'une part parce que nos modèles d'entreprise, de valorisation et de consommation contraignent les pratiques agricoles beaucoup plus que ce que l'agriculteur peut se permettre de changer. Et d'autre part, parce que tout le monde est rentré dans des engagements carbone. Et là, surprise, je parle de 2015, par exemple, une grande entreprise agroalimentaire numéro 1 mondiale suisse, je ne dirais pas qui, et en fait, ils ont révisé, c'est 60% de leur bilan carbone, c'est les approvisionnements agricoles. Ils ont déjà dit depuis longtemps, on va être neutre. Et neutralité de nos usines en 2028, neutralité totale en 2036, ou je ne sais plus, enfin c'est demain. Et là, ils font le bilan. ARF. Alors, est-ce qu'ils peuvent gagner par leur propre truc? Et ça, c'est quand ils achètent. Donc, là, il leur faut des fournisseurs qui améliorent leur bilan de CO2. Voilà. Et ils n'ont plus le choix. Le pistolet est là. Donc, c'est bien. Voilà. Donc, un nouveau modèle est nécessaire, mais pas que agricole, sur la filière de production et sur le terroir, sur l'ensemble. La chaîne de valeur. Et puis, il faut passer à la grande échelle. Ce n'est pas parce qu'il y aura Pierre-Paul ou Jacques qui l'auront fait qu'on va s'en sortir. Si on veut que ça tape là sur les 60% quand on est un numéro 1 mondial, il va falloir faire ça à grande échelle et sur tous les continents. OK, mais ils ont signé. Défi pour les agriculteurs, alors c'est pas simple, c'est un changement complet de méthode, donc il faut accéder à de la formation, à du conseil, etc. Avec surtout le fait qu'on passe d'une application de recettes standards à de l'autodiagnostic. Puisqu'il va falloir ouvrir la boîte à outils, les choisir et les adapter. Et ça, c'est pas facile et c'est une source d'inquiétude pour beaucoup. Les adaptations sont locales à partir de boîtes à outils. La transition, avant de maîtriser le système, elle dure en gros 5 ans, pendant lequel on prend des risques. On peut se prendre des risques. Et donc là, il y a un vrai nœud gordien. Je vous dis, derrière, on est gagnant. Et pour la chaîne de valeur, il faut déjà qu'ils aient compris leur rôle là-dedans. C'est pas seulement leur besoin, c'est leur rôle.
Et donc, il y a un problème de développement de connaissances, alors chez les politiques aussi, bien sûr, mais la chaîne de valeur réagit beaucoup plus vite, et de comprendre leur impact. Vous achetez les pommes de terre, vous voulez une pomme de terre de forme régulière, bien lisse, avec une couleur, vous avez condamné le sol. C'est-à-dire qu'il a fallu le broyer complètement volcanisé pour qu'il soit en poudre. Il ne faut pas de matière organique parce que ça va faire des taches. Donc ça, c'est le modèle de consommation que vous n'avez pas en tête, mais vous prenez ces pommes de terre. Adapter l'outil industriel à des productions diversifiées, là aussi. On a créé une norme d'usine, pour la pomme de terre ou pour autre chose. On a créé des moulins, mais sans trier. On ne peut pas trier les graines. Donc le gars qui fait une association entre plusieurs cultures, il a même des graines sales. Et il n'est pas payé. Alors qu'en fait, il a juste un mélange de cultures qui sont extrêmement bénéfiques pour le sol et pour ses rendements. Et du coup, les groupements d'agriculteurs qui font ça, ils créent leurs propres moulins locaux pour 4-5 exploitations, mais c'est pareil, ça ne se fait pas comme ça. Ou la grande industrie est en train de comprendre qu'il va falloir qu'elle rentre là-dedans. Sauf que c'est tout leur outil industriel, bâti dans les années 70-80, qui est à revoir. Donc, les cauchemars familles, soutenir financièrement, premium, assurance, tout ça, ça se met en place, la transition. Il faut surtout passer d'une pensée basique à une pensée systémique. Alors, notre grande maladie, c'est la pensée basique. J'ai le piston là, j'ai la pièce là-bas qui va tomber. On est dans des systèmes, je vous disais tout à l'heure, par exemple, si vous labourez, vous n'aurez pas les forts rendements en couverts végétaux, et il y a tout un temps d'interaction comme ça, et il va falloir pouvoir les gérer. Et ça, c'est pas en disant, oh, j'ai trouvé la rustine, là, vous mettez tel produit, mon bon, et ça va marcher mieux. Ça, on pense comme ça, on est heureux de penser comme ça, mais c'est pas vrai. Voilà, donc il faut sortir de la pensée magique. En psychanalyse, on appelle ça la pensée magique infantile. Elle est bien implantée chez chacun de nous. Pour regarder la réalité, par exemple, viser le carbone seul, en disant « Ah oui, je veux du carbone », c'est un piège. C'est pas ça. Il faut viser les services écosystémiques, sinon, je dis toujours, enterrer au pneu de voiture, ça fera du carbone dans le sol. Et ça nous fait rire, sauf que ça existe. Ah non, mais quand on pense à la blague belge, elle y est. Voilà. Donc, il faut une feuille de route solide. Sinon, tous les décideurs sont des proies faciles, mais très faciles, pour toutes les modes débiles. Des exemples en veux-tu en voilà. Tout à coup, un misérable essai dans le cadre d'une thèse à l'Université Concordia, et hop, sur le site web, le labour profond. Coucou, monsieur Vaillant, 1875, le revoilà. Le labour profond est un moyen de compenser les émissions de gaz à effet de serre. C'est une catastrophe quand vous dites ce qu'ils ont fait. C'est un petit sudanerie, mais c'est pas grave. Ça fait un beau site web, etc. Bon, ils se sont calmés. C'était il y a 3-4 ans. On en parle moins du labour profond, mais entre-temps, il y a des fabricants qui ont sorti le carbon plow, la charrue carbone profonde, parce qu'il y avait ça, ils en ont vendu. Voilà. Donc, ça, c'est nous. On aime bien ça. Mais... Et ça, c'est l'intégrer la complexité, sortir de la pensée basique. Voilà. Alors, l'autre problème, c'est d'hiérarchiser, parce que maintenant, vous avez toute cette offre pour être plus environnementale, etc. Signer le label ceci, signer le label cela, et évidemment, c'est mis sur la table par des entreprises qui ont fait le marché, donc il y a toutes sortes de choses qui sont sorties, c'est souvent très, très peu solide, et surtout, il y a une logique du système agricole si on veut transformer. Donc, les patrons des grandes boîtes ont tendance à signer après un vol en avion, et le gars qui était assis à côté d'eux qui leur a dit « Mais moi, avec l'intelligence artificielle, je vous réjoue tout. » Ah, et en fait, vous vous retrouvez avec un tissu inextricable d'engagement pour la biodiversité. La biodiversité, c'est un résultat, pas un moyen. On n'a jamais été avec des sauts de vers de terre dans les sols pour qu'ils aillent mieux. Les sols. Ben oui, mais quand vous signez pour la biodiversité, parce que vous allez sauver la planète, mais vous signez pour le résultat, mais le moyen, il est où? Voilà. Donc là, et puis, il faut savoir étager dans le temps, ce qui est très difficile. Il faut ça avoir compris. Or, si vous partez sur les pieds de l'agriculture de conservation, pour faire simple, parce que derrière, on peut diversifier, là, vous allez tout de suite gagner sur le cycle de l'eau. Vous n'aurez plus d'érosion, vous n'aurez plus d'inondation en aval. Ça, c'est tout de suite. Puis, vous allez commencer à réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et la biodiversité dans les 3 ans. Puis après, vous allez continuer à réduire. Vous allez séquestrer du CO2, le fameux pilier là, de la COP21. Vous allez commencer à supprimer les intrants. Le premier, c'est l'azote. Vous allez arrêter d'aller chercher de la ressource minérale. Il y a des agriculteurs qui avancent très fort là-dessus maintenant. Et puis derrière, vous pouvez réduire les pesticides. Fongicides, insecticides, on sait déjà très bien s'en passer. On dit ça en France en général. Quoi? Oui, des centaines d'exemples d'exploitation qui n'en mettent plus de 15 ans.
difficile pour les herbicides. C'est un boulot en cours parce que derrière, on pourrait aller vers ce qu'on appelle non plus l'agriculture de conservation, mais l'agriculture biologique de conservation. On va réussir à faire du bio sans, pour autant, faire du mal au sol. Avec, ce qui progresse très bien. Mais ce qui progresse très bien chez un agriculteur là, un autre là-bas, avec des échanges, etc., pour voir comment ils s'en sortent et comment on peut adapter leur solution à une autre exploitation. Voilà. Du côté de la chaîne de valeur, ça bouge bien aussi. Alors, j'aime beaucoup le travail que fait pour une agriculture de vivant, qui est en train de prendre beaucoup de surface, indice de régénération, tiens, il m'en manque une là, qui est en train de prendre beaucoup de surface en France. Earthworm travaille un peu d'une même nature, avec cette fois-ci une couverture plus tropicale internationale. On ne le sait pas, mais Nestlé avait dit oui, nous, on va être neutre. Alors, du coup, ils nous ont passé commande du Soil Health Framework, c'est-à-dire comment on fait pour régénérer les sols chez nos fournisseurs partout dans le monde. Voilà. Et c'est en route. Là, on est en train de former 800 ingénieurs en Amérique latine. Voilà, Nespresso qui s'est mis à part, a dit finalement oui, donc maintenant ça y est, le café, on y va. Enfin, ça, à bas bruit, hein, Dieu sait si Nestlé arrive à être en tête de gondole pour beaucoup de scandales. Puis là, à bas bruit, ils avancent. Alors à chaque fois, on se dit, ça va peut-être pas durer. Si, ça dure. Ça fait le Soleil Framework qu'on leur a remis fin 83. Ça avance, on forme des gens, etc. Donc voilà, donc on peut y aller. En Suisse, il y a AgroImpact aussi, là, qui fonctionne très très bien, en contournant tous les vices des plans carbone, mais en promouvant cette séquestration de carbone quand même. Je passe sur les détails. Voilà, donc, il n'y a plus qu'à avancer. Merci pour votre attention. Je vais vous demander du point de vue technique de bien vouloir allumer votre micro quand vous posez la question. Sinon, on entend bien la réponse, on n'entend pas bien la question dans l'enregistrement, puisque la conférence est enregistrée. Sinon, je la répéterai. En la changeant. Bonjour, donc merci de votre intervention. J'avais deux questions. Vous avez parlé un moment sur le compost. On ne met pas n'importe quel compost. Enfin, ça dépend de la qualité du compost et donc d'avoir des précisions sur la qualité de ce compost à mettre dans les sols pour le jardin principalement. Et la deuxième question, c'est on a beaucoup de limaces souvent, donc il y a peut-être un déséquilibre du sol. Je sais pas. On a parlé des organismes du sol, mais les organismes qui sont quand même en surface mais proches du sol, et on est souvent contraint avec avoir trop de limaces qui mangent nos cultures. Et est-ce qu'il y a une solution peut-être à apporter sur l'équilibre des sols pour éviter cette invasion? Oui, oui, on ne sait pas tout, mais je dirais au niveau des agriculteurs qui, de nouveau, là vous me parlez peut-être plus d'un jardin. Alors vous connaissez peut-être l'astuce de mettre des planches qui la retourner pour les poules, enfin bref. Mais plus globalement, le contrôle des limaces, il passe par des carabes, beaucoup, par des prédateurs en général. Voilà. Donc il faut pouvoir s'assurer qu'on a ces prédateurs, et il ne faut jamais donner faim aux limaces. Il faut toujours qu'il y ait une population qui ait quelque chose à manger, en agriculture, hein, dans le jardin, voilà, parce que dans ces conditions, les prédateurs aussi sont là. Voilà. Et si vous allez à des sites où ils ont faim, elles vont exploser beaucoup plus vite que les prédateurs. Voilà. Donc c'est les leçons qu'on a sur le terrain. Les limaces, quand on abandonne le travail du sol, par exemple, vont arriver brutalement, et donc très souvent dans les 2 premières années, il y a une catastrophe limace, et après c'est fini. Et derrière, on voit que les populations de carabes se sont adaptées. Voilà. Donc, alors il y a plein d'autres astuces, et notamment d'associer des espèces dont certaines sont appétentes pour les limaces, mais c'est pas celles que vous allez manger. Et voilà, et ça marche très bien aussi. Toujours pareil, en grande culture à la ferme. Dans le potager, je ne saurais pas vous dire plus en détail, mais et la première question, c'est le compost. Oui. Alors le compost, il y a des certifications. Il faut des compostières. Alors le problème, c'est le compost artisanal chez vous. C'est bien d'en faire si vous ne livrez pas une compostière. Il faut une hygiénisation du compost qui passe donc par un compostage qui monte en gros à 70 degrés. On a beaucoup de mal à faire dans son propre jardin, hein, où on a trop sec, trop d'eau et pas assez de volume. Voilà, donc on a rarement une belle qualité de compost. Les autres maladies du compost, ça c'est celui que vous pouvez acheter, ça va être la présence de plastique et de microplastiques.
Alors, les industries correctement calibrées maintenant, d'une part, vont vous garantir une composition de compost, c'est une obligation d'étiquetage qui est correcte, et d'autre part, ont des trieuses en plastique, mais pas les micros. Les micros, ils sont là. Ils sont dans votre sol aussi chez vous. Mais enfin, il peut y en avoir vraiment beaucoup dans les composts. Donc, jusqu'à il y a quelques années, avant l'arrivée de ces trieuses, on allait faire des ramassages dans les parcelles agricoles parce qu'on ramenait des sacs et des sacs de plastique. Alors aujourd'hui, vous voyez ça moins, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les microplastiques. Et puis enfin, les métaux lourds et des polluants de bord de route notamment. Quand on fait beaucoup de compost avec des récupérations, disons tout ce qui est d'industrie paysagère, hein, et là on a pas mal de polluants de bord de route, particules de pneumatiques, particules de frein, hydrocarbures aromatiques polycycliques, voilà, il y a pas mal de choses. Donc là aussi, les sources de compost, faire attention. Et il y a des métaux lourds. Et il y a pas mal de métaux lourds, hein, donc toujours pareil, cuivre, zinc, chrome. Une glissière d'autoroute, ça vous lâche 9 kg de zinc par hectare et par an. Par kilomètre et par an, pardon. Oui. Bonjour et merci pour cette intervention. Moi, j'avais une question concernant le sol des villes. Vous savez, on parle beaucoup de désimperméabilisation et de désartificialisation. Et j'ai eu plusieurs conversations avec des urbanistes qui disent que c'est impossible de restaurer le sol des villes. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, complètement faux, mais on leur pardonne de ne pas être au courant. Il y a une ville modèle pour ça, enfin il y en a plusieurs, mais une vraiment qui fait un boulot incroyable, c'est Lausanne. Vous avez aussi Stockholm. Et Lausanne est intéressant parce qu'ils n'ont pas développé un seul modèle, ils ont développé toute une gamme de modèles. Leur idée, c'est de plus collecter les eaux de pluie dans des canalisations, de plus mettre en décharge les sols, etc. Donc, ça va de modèles assez simples où on va réutiliser les matériaux en place lorsqu'ils le permettent, jusqu'à des solutions très intensives, hein, quand vous êtes dans des centres-villes très minéralisés. Là, on a développé pour eux des solutions avec des biochars, notamment, qu'on va composter, enfin, il y a tout un process, qu'on va utiliser en mélange tertiaire, si vous connaissez un peu les systèmes urbains, quand on veut de la portance. Ça tient très bien sous les trottoirs, etc. Ce sont des excellents supports de plantation des arbres dans lesquels ils vont avoir une réussite et une croissance nettement avantageuse. Et on y fait rentrer les eaux urbaines. Elles rentrent là-dedans, elles sont épurées. Donc, quand elles ressortent, il n'y a plus les microplastiques, il n'y a plus les polluants dont je vous ai parlé. Et puis, en même temps, au total, on arrive à infiltrer la plupart. Donc, il y a eu un écoquartier qui a été mis en route il y a 3 ans maintenant à Lausanne, les Plaines du Loup, qui n'a toujours pas craché une goutte d'eau, avec toutes les pluies qu'on a eues, tout rentre. Et puis, ils sont en train d'étendre ça à toute la ville de Lausanne. Ça avait été avant mis en place avec une solution un peu moins complète, mais du même type à Stockholm. C'est ce qu'on appelle le Urban Stockholm Project. Vous pouvez regarder. On trouve aussi de l'info. Alors ça, c'est plus coûteux, évidemment, mais ça atteint des objectifs très, très pointus. Et surtout, quand on veut, là, on vient de faire un projet pour une autre petite ville où ils sont en train de refaire complètement, dans un terrain très en pente, un collège d'assez grande taille. Et on ne fait pas de nos eaux. Finalement, les eaux, elles s'infiltrent sur place grâce à ce genre de système. Et les arbres, les alignements d'arbres qu'ils avaient prévus en profitent aussi. Donc, on arrive, et on avait fait l'inventaire avec des architectes de l'école polytechnique de Lausanne, on avait fait le territoire genevois, hein, qui était un timbre-poste, hein, et on a 1/3 qui est de l'espace agricole, 2/3 c'est de l'urbanisé, donc la moitié de l'urbanisé, à peu près autant que l'espace agricole, c'est de la surface fermée, mais qui peut être ouverte. Donc non, il y a des progrès là-dessus. En Suisse, il y a l'obligation d'infiltrer les eaux de bien-fond, ce qu'on appelle le bien-fond, dans des systèmes de sol biologiquement actifs. Évidemment, pour les bureaux de génie civil, ils vous disent « bah oui, j'en ai pas, donc la question est réglée ». Si elle n'est pas réglée, on peut. Voilà, mais il faut passer par ce genre d'aménagement. Et souvent, les plus intéressés, c'est le génie civil, parce que du coup, ils ont de la place, eux, pour leurs tuyaux. Ils ne savent plus où les faire passer. Vous avez parlé plusieurs fois de biochar, c'est quoi? C'est une grande mode. Alors, qui se justifie en partie. Le biochar, bon, je ne veux pas faire trop long, mais c'est parti de la découverte d'abord en Amazonie, puis après dans d'autres forêts équatoriales,
de sols riches en matière organique, bien noirs, alors qu'on est dans des milieux qui altèrent la matière organique très très vite, qui s'acidifient, qui sont ingrats. Et là, tout à coup, et on a découvert que c'était en bordure de campements d'Amérindiens. On n'a pas compris comment ils les avaient fait parce que ces Amérindiens, ils n'ont pas aimé quand la coqueluche et ces trucs-là sont arrivés, mais ils sont plus là pour nous dire comment ils les ont fait. Mais enfin, on a découvert qu'en fait, c'était des microparticules de type charbon, de différentes origines, et en fait qui étaient stables dans les sols et qui avaient permis d'avoir finalement une fertilité, une qualité assez exceptionnelle dans ces sols-là. Et là, c'était le grand début de la panique changement climatique des années 90. On a dit, ah ben c'est bon, la planète est sauvée, l'histoire de la pensée magique infantile, on trouve toujours une solution. La solution, c'est les biochars pour ceux qui viennent là-dessus. On va carboniser tout ce qui nous passe sous la main et puis on va en mettre partout. Voilà. Alors, ces biochars ont des propriétés très intéressantes. Par exemple, vous pouvez remplacer les charbons actifs des steppes par des biochars fabriqués à partir de… Alors, c'est la matière organique qui est pyrolysée, c'est-à-dire qui est carbonisée en l'absence d'oxygène. Voilà. Et ça permet d'avoir des produits qui sont, à certaines conditions, réactifs déjà, donc qui vont avoir une réaction, par exemple, vis-à-vis des polluants, et qui sont du carbone stabilisé, donc qui va rester. Donc, l'idée, c'était, ben voilà, on crame les choses et puis on les met dans le sol, et puis ça y est, on a mis au frigo du carbone par rapport au climat. Alors là, ça bloque. Ça bloque d'une part parce que pouvoir pyrolyser des quantités significatives, c'est impossible. Ou alors, il faut détourner la production agricole. Votre pain, vous ne le mangez plus, etc. Puis on fait tout. Et les vaches, on les passe aussi dedans. J'exagère à peine. C'est comme le biofuel. Et puis, d'autre part, dans le sol, ça n'a pas du tout les effets prometteurs qu'on a vus dans beaucoup de publications. Et ça peut véhiculer même des problèmes de pollution, etc. Voilà. Donc, de nouveau, on passe de la pensée magique à il y a des moments où c'est intéressant. Je vous ai dit qu'on le mettait dans les sols urbains et qu'on génère en fait des technosols dans lesquels il y a une forte proportion de biochars. Il y a d'autres applications, y compris pour certains sols. Alors, quand vous êtes dans des sols sableux, je vous le disais, il faut soigner un certain rapport matière organique-argile, c'est les argiles qui permettent de stabiliser le carbone. Ben oui, dans un sol sableux, vous faites comment? Là, on peut se poser la question d'aller mettre des biochars, par exemple. Pas n'importe lesquels, pas n'importe comment. Mais, par exemple, aujourd'hui en Suisse, toutes les évaluations qui ont été faites ont abouti à l'Office fédéral de l'environnement qui a dit on n'en veut pas. Pas dans les sols. Par contre, la force de vente, elle est là depuis longtemps, bien sûr. Donc là, il y a vraiment un équilibre à trouver entre… Il n'y a aucune solution magique unique. On est dans un système complexe. Et peut-être que dans ce système, certains grains de biochar ont leur place. Voilà. Mais il y a des applications où c'est très intéressant. Ça va? Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les biochars? Non, juste parce qu'à moins que vous ayez aussi sur les biochars, juste comme ça. Non, comme ça. Non, comme ça. Désolée. Merci, j'en ai une. Et du coup, comment distinguer la bonne application d'une autre? Parce que s'il y a des choses intéressantes à étudier, il y a… Ça dépend si c'est vous dans votre jardin ou si c'est du point de vue d'un décideur. Il faut déjà des recherches crédibles. Évidemment, quand elles sont faites par le vendeur ou le copain du vendeur, elles peuvent poser problème. Elles posent aussi problème quand la compétence n'est pas là. Ce qui est vite arrivé. Donc là, c'est là où le système de la recherche, il a beau être pointu, sélectif et tout ce qu'on veut, c'est quand même une lourde machine lente qui accueille largement l'erreur. Dans un certain sens, c'est tant mieux. Et c'est dans la durée qu'on voit finalement qu'est-ce qui aura tenu la route. Ça compte. Après, vous avez, par exemple, en Suisse, l'Office fédéral de l'environnement, c'est la deuxième fois en 5 ans qu'ils font une évaluation et la deuxième fois qu'ils disent vous n'en mettez pas. Voilà. Donc, vous trouvez ces rapports, etc. Ensuite, c'est avec des spécialistes qui ne sont pas vendeurs. Si vous êtes à une certaine échelle, si vous êtes simplement jardinier, faites un essai. Mais voilà. Nous, on travaille beaucoup là-dessus pour ces applications urbaines dont je vous ai parlé. Et puis, un des membres de mon équipe, un jour, m'a dit tu veux venir voir chez moi? Puis en fait, il avait fait des planches. Alors, c'est un technosol qu'on fabrique. Il avait fait des planches maraîchères en nous piquant un peu de notre stock, sans rien dire. Et ça produit incroyable. Et on est en train, en ce moment, maintenant, de l'introduire comme substitut à la tourbe pour les gens qui font des cultures hors sol. Parce qu'on sort plus d'aubergines là-dedans que dans les pains de culture avec hydroponie. Par exemple. Donc, on arrive à faire des choses très intéressantes, mais il a fallu qu'il soit assez impertinent pour nous en piquer et aller le mettre dans son jardin pour qu'on se dise, ah ouais, il a raison, après tout, ça peut servir à autre chose qu'à épurer les eaux de ruissellement. Voilà. Il faut compter sur la durée. Malheureusement, le système de recherche ne va pas vous répondre comme ça, c'est bien, c'est pas bien. Méfiez-vous. Donc,
Oh, bon, ok, le côté agricole, c'est sûr qu'il faut faire très attention à ce qu'on met sur le sol. Donc, pour vous, l'issue la plus safe, entre guillemets, du biochar, c'est dans le monde du BTP. Alors, il y a des intérêts réels dans le monde du BTP, dans le monde de l'épuration et dans le monde de l'ingénierie des sols quand on n'a pas de sol et qu'on veut en plus des sols extrêmement performants. Une prairie, ça va vous infiltrer à peu près 36 litres au mètre carré, plus de voile dehors. Voilà. Là, avec le système, on est à 5000 litres au mètre carré d'infiltration. Et ça nous permet d'intensifier dans des systèmes. Voilà. Donc, on va rechercher des propriétés qui font défaut et on va voir comment on peut pallier ces défauts. Et là, il se trouve que dans ce cas-là, bah, tiens, on en vient à utiliser un technosol, pas des biochars purs, mais, qui contient 80% de biochars quand même. Et il n'y a pas un polluant de type pesticide qui traverse. C'est-à-dire qu'à la sortie, c'est non détectable. Mais justement, en parlant des polluants, donc les polluants vont rester bloqués dans le biochar, c'est ça? Et à un moment, il y a une question de saturation aussi. Oui. Alors, les échelles de temps, c'est entre 50 et 100 ans. La durée de vie d'un aménagement urbain, c'est pas ça. Donc ça pose plutôt la question du recyclage. L'intérêt, c'est que c'est organique, donc ça peut passer non pas en décharge, mais en incinération. On a avancé d'un cran. Le problème, c'est l'inconnu. C'est-à-dire, est-ce que d'une part, à quel moment c'est vraiment saturé, et surtout, pire que ça, à quel moment les molécules qui ont été retenues, absorbées, vont se dégrader et faire des métabolites qui, eux, peuvent être très dangereux. Et comment je le sais? Donc là, on n'est pas tout à fait prêt à ça. Et ce n'est pas un cas de figure ubuesque, ça se produit tout le temps. Dès qu'on veut bien l'étudier, ça prend 6 ans d'études pour un herbicide, et ben on se rend compte que c'est le cauchemar. Donc là, l'espoir qui se développe quand même, ce sont les tests biologiques. C'est-à-dire d'avoir des petites plaques, par exemple, de bactéries, que vous mettez dans le flux de sortie, et on sait qu'on doit avoir une population bactérienne qui reflète un milieu non stressé. Quand il commence à y avoir des métabolites qui sortent, qui ne sont pas indésirables, ben là, on va les voir sur nos petites plaques, nos petits bioindicateurs. C'est pas mûr, mais ça progresse bien. Et à mon avis, ces acteurs-là, parce qu'on n'arrivera jamais à savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme produit, d'une part, qu'est-ce qu'ils font comme métabolites, d'autre part. Ok. Et parce que je me pose la question, si le biochar il va capter les polluants et les bloquer dans sa structure, mais il va aussi capter des nutriments, des choses qui sont bonnes pour la plante, et c'est stocké au même endroit. Ils ne sont pas captés, ils sont absorbés, c'est-à-dire qu'ils vont bien. Ok. Donc la plante les récupère. Ok. Mais du coup, elle va aller chercher au même endroit que les polluants. Oui. Mais elle arrive à distinguer, ok. Oui, ben, c'est pas qu'elle distingue, c'est que d'une part, la plupart des polluants ne sont pas consommés par les plantes. Donc, il y a pas connu de tel polluant pour telle espèce, etc. Mais la plupart, ce n'est pas consommé par les plantes. Donc dans la partie aérienne, vous n'allez pas les retrouver. Contre-exemple, bien sûr, mais c'est pas. Voilà. Et d'autre part, c'est pas l'aiguille dans la botte de foin, c'est l'aiguille dans la grange de foin. La petite molécule de glyphosate, de ceci et là, par rapport à la quantité de matériaux organiques et minéraux qui sont retenus sur ces systèmes, c'est effectivement très très peu. C'est ce qui fait le danger aussi, c'est que du coup, ben, c'est très difficile de le localiser, de le désorber, de l'analyser et de prévoir le moment où il va repartir. C'est pour ça qu'on est content que ce soit arrêté, mais ça ne suffit pas. Et pour l'instant, moi, je ne vois que l'issue des tests biologiques. Alors, encore une sur le biochar, désolé. Vu que le stockage il n'est pas définitif, est-ce qu'on ne craint pas une fin d'azote dans 200 ans si on en utilise beaucoup? C'est sans rapport. La fin d'azote, elle vient quand on met trop de carbone biodisponible. Le biochar n'est pas biodisponible. Il est censé ne pas l'être, en tout cas. Il ne pas se dégrader. Voilà. Donc la fin d'azote, vous l'aurez avec d'autres processus. Voilà. Et puis de nouveau, intellectuellement, ça peut être bien pensé. Il faut penser agronomiquement. Plus simplement, si vous faites du bois raméal fragmenté, c'est très riche en carbone aussi, bah, et si vous mettez ça, et vous le mettez à l'automne, en même temps que vous mettez une céréale d'hiver, ça va être un peu jaune. Mettez-la sur un couvert à légumineuse, qui sera raillé sur un milieu déficitaire en azote, il va en stocker d'autant plus. Donc il y a de l'agronomie à mettre derrière quand même, on ne peut pas juste raisonner. C'est un des travers qu'on va trouver dans les publications, hein, c'est que c'est raisonné, enfin, c'est de l'agronomie de salon, quoi. Et donc on dit, ah oui, mais ça. Non, dans le système agronomique, ça se travaille. Par rapport à cette transition qu'on voudrait faire vers la conservation des sols, au niveau d'une grande échelle, il y a une problématique quand même de souveraineté alimentaire et d'alimentation. Enfin, je veux dire, il y a une notion de risque
comme vous avez dit, sur certaines des cas particuliers, mais est-ce que c'est pas risqué justement pour l'enjeu alimentaire au niveau mondial? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de Alors, risque? ce problème est posé, pas sous cet angle-là, mais sous l'angle de oui, mais si on fait ça, est-ce qu'on ne va pas perdre des rendements? Je déteste que cette question soit posée pas par vous, mais par des ingénieurs de chez Bayer, de chez Boudré, parce qu'on est avec un agriculteur, il nous pose la question, vous est-ce que pas perdu des rendements? Je dis, attendez, vous allez d'abord lui demander s'il a perdu des revenus. Si lui, il n'est pas là demain, vos rendements, vous ne les aurez pas non plus. Donc là, c'est un premier problème. Ensuite, il y a très peu de méta-analyses mondiales, hein, disant, ben voilà, ceux qui ont fait cette transition, ils ont gagné, ils ont perdu, qu'est-ce qui se passe? Ils pointent dans ces méta-analyses, je crois que j'en connais vraiment une solide, peut-être une perte de 10 à 15% sous les tropiques, et plutôt rien en milieu tempéré. Ça, c'est en méta-analysant des données qui traînent qu'on trouve. Nous, on travaille avec beaucoup de réseaux d'agriculteurs en France, en Suisse, ailleurs. Tous les pionniers, c'est-à-dire j'entends par pionnier quelqu'un qui a fait sa conversion, qui n'est pas en train de se convertir, qui va peser dans les statistiques des méta-analyses. 5 ans, 7 ans. Ceux qui n'ont pas arrêté au bout de 3 ans, de toute façon, c'est qu'ils s'en sont déjà contents. Les gens qui disent j'ai essayé, j'ai arrêté, c'est 3 ans maximum. Je n'ai jamais rencontré un plus. Puis à 5 ans, ils sont tous la banane et ça continue, mais les gros bénéfices, c'est 7 ans du temps. Et ces gens-là, ils vous disent perte de rendement, non. Non, j'ai même plutôt des meilleurs rendements que les voisins, et surtout, j'ai beaucoup moins de fruits que ça. Les zones sèches ont disparu, les parcelles avec tout à coup un niveau de gravier, etc. Bon, elles se voient de moins en moins. Les problèmes de maladie, beaucoup moins, notamment tout ce qui est nécrose racinaire, etc., parce qu'il y a un milieu plus oxygéné, voilà, un meilleur équilibre, en fait, EH-pH, pour ceux qui s'intéressent à la bio-résonance. Donc vous avez tous ces facteurs qui se sont améliorés, et l'agriculteur, il a souri, mais moi j'ai beaucoup moins d'ennuis. J'ai moins d'ennuis techniques pour travailler, j'ai moins de problèmes de maladie, donc moins de pression financière, moi, sur les achats d'herbicides, fongicides et compagnie. Donc, franchement, chez les pionniers, les gens qui me disent oui, mais j'ai quand même perdu des rendements, je n'en ai jamais rencontré. Et on travaille avec des centaines d'agriculteurs un peu partout, et on travaille avec les réseaux que je vous ai montrés qui, eux, drainent encore plus de monde. C'est un problème inconnu. Mais, dans l'ingénierie de la chaîne de valeur, ils vont dire ah oui, mais on va perdre du rendement. Alors, gain de revenus, c'est clair, pour les agriculteurs. Temps libre. Alors, ces agriculteurs-là, les tout bons, on sait qu'on ne va pas les appeler pendant les vacances scolaires. Ils sont partis en vacances avec leurs enfants. Ah, ça, c'est énorme. Et puis, plaisir au travail. Ils ont la banane. Ils s'amusent même de leurs échecs. Ça les fait rire. Parce qu'ils sont vraiment dans un plaisir de développer et ils gèrent ça et ça fait partie du jeu. Alors, psychologiquement, ça ne colle pas pour tout le monde, mais voilà. Donc, le facteur risque, je ne le connais pas. Alors, par contre, il faut de nouveau se garder de la pensée magique, là aussi. Ceux qui, aujourd'hui, maîtrisent un système qu'ils ont transformé il y a 15 ans, l'ami qu'on voit ici, dans Sologne, c'est lui qui a la moissonneuse-batteuse sur le maïs pendant que l'autre bateau dans la boue, il découvre chaque année de nouveaux problèmes. Le système n'est jamais stabilisé. Voilà. Donc, soit il s'assied et il pleure en disant ah, bah, ça marche pas. Soit à chaque fois, il dit bah, ah tiens, j'ai ça maintenant. Voilà. Alors, exemple, il y a 4 ans, le prix de l'azote qui monte en flèche. Ah oui, ça lui a rien fait du tout. Hein. Il en a profité, il avait du régras résistant, il utilise encore du glyphosate. Il a retravaillé son sol sur 5 cm, ça a minéralisé la matière organique, ça a produit plein d'azote, il a mis 30 unités au litre de sang, et il a sorti 9 tonnes sur le maïs doux, enfin voilà. Donc, c'est des gens qui sont réactifs. Voilà. Là, on est dans une parcelle de sarrasin, celle-ci, elle n'a pas été semée. C'était une année où on avait un automne dégueulasse. Dans la région, personne n'a pu faire de sarrasin. Lui, il avait des couverts végétaux avec du sarrasin, il a laissé drainer. Au printemps, il a dit si ça va, les conditions, je vais faire derrière autre chose. Il a vu que ça n'allait pas, il dit bah, ce serait une parcelle de sarrasin. Il n'a pas payé le semis, hein, il était le seul à en avoir dans la région. C'est pour ça qu'il ouvre les yeux, il n'est pas crispé sur son modèle. Je reviens sur le biais. Je crois que ça fait longtemps qu'elle est. Je vais essayer de pas trop.
Alors moi, je m'intéresse à l'azote. Donc, il y a une question une chose qui m'a assez marquée sur votre présentation, c'est finalement, une fois qu'on arrive au bout de quelques années sur une agriculture de conservation, on n'a plus besoin d'apporter d'azote. Et du coup, j'aimerais bien comprendre pourquoi et comment, parce que en fait, on a monté une association qui vise à faire la promotion de l'utilisation de l'urine et des matières fécales comme apport dans l'agriculture. Et je suis restée sur cette idée que en fait, l'apport d'azote, de phosphore, de potassium permettait d'augmenter les rendements. Et j'ai notamment étudié Renaud Delauze, qui met cette méthode en avant. Et il parle notamment par rapport à la dégradation de la matière organique, l'avantage de l'urine. Il relatait le témoignage d'un de ses anciens collègues retraités qui avait exploité des terrasses qui étaient très rocailleuses, sur lesquelles il n'y avait pas de matière organique. Et il avait fait des tests avec du BRF arrosé d'urine. Et au bout de 2-3 ans, il a commencé à avoir de l'humus qui produisait des légumes, quoi. Oui. Voilà. Alors, dans ce dernier exemple, on est hors sol. Mais justement, alors, parce que tous les sols ne sont pas des sols au sens avec un complexe qu'on appelle argilo-humique, etc. Donc ça, c'est déjà un premier exemple, effectivement, que vous allez retrouver avec les sols purement sableux, voilà, les arénosols, etc. Où effectivement, il va falloir ce que fournit la matrice du sol, il n'y a pas de matrice, ça va falloir la créer. Alors, l'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il va falloir la recréer chaque année, puisque vous êtes sur quelque chose qui n'est pas protégé, qui va se minéraliser. Donc, les maraîchers qui sont sur des systèmes sableux, ils sont très contents, leurs carottes poussent bien droit, etc. Par contre, ils savent qu'ils mettent des paquets de compost tous les ans, puisque ça ne va pas rester. Voilà. Et c'est là où, par exemple, des biochars peuvent aussi être un complément intéressant, parce qu'ils vont fournir une capacité de rétention de nutriments, etc. Bon. Donc, je mets ça de côté, tout à fait. Si vous êtes sur un sol, en fait, si vous êtes hors sol, vous êtes sur du minéral brut, effectivement, il va falloir tout assurer par quelque chose vous apporter. Sur l'aspect azote, vous faites bien de poser la question. C'est de nouveau, j'ai dit il se passe d'azote, mais attention, ça ne passe pas par miracle. S'il se passe d'acheter de l'azote minéral. Vous avez la matière organique des sols qui se minéralise chaque année et qui fournit de l'azote. On a fait des évaluations dans les fermes du Jura suisse. On est entre 80 et 140 unités d'azote de trop apportées parce qu'ils n'entrent pas dans le calcul ce que fournit la matière organique du sol. Et on a les contre-exemples à côté, des agriculteurs qui ont fait le calcul et qui ne le mettent pas parce qu'ils savent que ça vient de là. Mais il n'y a pas de génération spontanée. Donc cet azote, il va bien falloir qu'il revienne dans le système. Alors il va revenir comment ? Vous pouvez avoir des logiques de recyclage, et moi je les encourage fortement, évidemment. C'est une priorité. Il y a un article dans Le Monde il n'y a pas si longtemps là, qui parle de ça aussi, je suis tout à fait d'accord. Il faut revenir culturellement sur quelque chose. On s'est offert le luxe de ne plus gérer nos excréments. Ce luxe est périmé. Il va falloir le faire. Donc, c'est très important. Je dirais qu'il y a l'azote, mais il y a aussi beaucoup le phosphore. Alors, n'oublions pas, les gisements connus de phosphate sont tous épuisés à la fin de ce siècle. Le potassium, milieu du suivant. Bon, donc, clairement, il va falloir travailler là-dessus. Et l'azote fait partie du tableau. Mais l'autre solution, et qui fonctionne bien si on arrive à l'optimiser, encore une fois, ça va dépendre de votre système et de votre région agro-pédoclimatique, ce sont les légumineuses, donc les fixatrices d'azote. Et si on en met suffisamment en plan de campagne et en interculture pour qu'il y ait assez d'azote restitué, on va garder un rapport carbone-azote dans la matière organique et un niveau de matière organique qui fait que ça va pouvoir rouler. Et je me permets de préciser encore, ça va rouler, mais ça ne roule pas, ça roule sur le bilan annuel, ça ne roule pas sur la production. Pourquoi ? Parce que vous avez les températures froides de début de saison de végétation, pendant lesquelles cette minéralisation qui va fournir de l'azote ne se fait pas. Donc les agriculteurs qui s'appuient sur une forte teneur en matière organique avec de l'azote savent quand même que s'ils ne mettent pas au début un peu d'azote, par exemple de l'urine ou du minéral s'ils veulent l'acheter ailleurs, eh bien ils vont perdre pas mal. Par contre, au bout d'un mois et demi, là, c'est la minéralisation, dès que le sol se réchauffe, qui prend le dessus, s'il y en a. Il faut une bonne raison d'avoir assuré une bonne qualité. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'en apporter. Ce qui fait que c'est des gens qui vont travailler avec 20, 30, 40 unités d'azote au lieu
d'un zéro de plus, quoi. Donc en fait, la solution, c'est la rotation avec des légumineuses Les pour légumineuses. pouvoir. Et le recyclage. Moi, je signe les deux mains, tout à fait. Et après, décision agronomique. De nouveau, pas de pensée magique, c'est pas tous les légumineuses, c'est pas tout le recyclage d'urine, c'est attendez, donnons-nous ces outils, apprivoisons-les et voyons au cas par cas qu'est-ce qu'ils vont apporter pour le sol dans la temporalité de la croissance d'une culture, etc. C'est un savoir qui doit se développer. Vous aviez une question. Par rapport à quelqu'un d'autre. Du coup, je reviens sur les biochars. Supposons, par le plus grand des hasards, que nous avons une parcelle polluée et on aimerait créer justement une recherche-action autour de l'impact du biochar sur les pollutions, l'agronomie, etc. Une question toute bête, c'est le biochar, comment on doit l'intégrer? Est-ce qu'on le dépose en surface? Est-ce qu'on l'intègre? Est-ce qu'on crée des tranchées et on met du biochar entre les planches de culture? Quelle est la meilleure façon d'intégrer le biochar dans le sol d'un point de vue agricole? Mais c'est justement la recherche-action pour étudier tout ça. Alors, on ne sait pas dépolluer un sol aujourd'hui. Et en fait, ça coûte cher. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met le sol en décharge. Ou alors, on le traite sur place, c'est-à-dire qu'on l'a flingué. On le remplace de toute façon par autre chose. Donc, on ne sait pas dépolluer. Et là-dedans, les biochars, bah oui, ils peuvent absorber certaines choses. Donc, ça suppose déjà, alors on vient à l'autre deuxième question, c'est quelle est la nature du polluant? Parce que selon sa mobilité, sa forme et sa mobilité de forme au cours de la saison, vous allez pouvoir les absorber ou pas. Mais si vous les absorbez, à moins qu'ils soient fortement complexés et donc liés, ce qui n'a pas forcément le cas avec le biochar, il va repartir. Donc, je ne vois pas bien le concept. Il y aura forcément un jour quelqu'un qui me dira oui, parce que tu n'avais pas assez réfléchi, on a trouvé. Là, je ne vois pas. Au-delà du coup, si on part de l'agriculture du terrain pour observer ce qui se passe, par rapport à un laboratoire qui va être vraiment plus dans le contrôle, justement, si on veut voir ce qui se passe en mettant du biochar sur un sol pollué, et regarder avec des protocoles, des indicateurs, etc. Sur du long terme, justement, les parcelles tests, on fait varier les différentes variables, vaut mieux du coup mettre le biochar dessus. Dedans. Oui, ou même le biochar, savoir quel biochar on fait. Il y a des processus. Donc, justement, vis-à-vis quel polluant, et puis, qui court quel risque en termes d'exportation vers la partie aérienne de polluants. Tout ça est extrêmement cadré. Donc, à ce stade, on ne peut rien dire. Il faut voir quelles sont les hypothèses mécanistiques qu'on peut mettre sur la table en disant là, par rapport à ce polluant et par rapport à tel objectif, j'ai une chance de. C'est du plomb. Le plomb. Aïe. Bon, déjà, le plomb ne passe pas dans les plantes. Le plomb pose un gros problème d'inhalation et d'absorption par les enfants sur les aires de jeu, etc. Et puis surtout par les moutons. Par contre, il a tendance à être bien retenu dans le sol, très bien. Les seuils de toxicité restent relativement élevés aussi. Hein, c'est pas parmi les polluants qui ont les seuils de tolérance les plus bas. Ils sont très bien retenus par le sol, ce qui est aussi un danger, parce que si le sol est érodé, il part avec. Et là, vous pouvez rentrer dans des systèmes redox dans lesquels le plomb risque de bouger. Voilà, mais disons, les terrains pollués au plomb, on a toutes les places de tir des armées, et on a les batras, et puis ensuite tous les bords de l'eau. Avec, disons, des distances selon qu'on a de la brumatisation ou pas, qui vont de 20 à 250 mètres. Aujourd'hui, on n'y fait plus rien, sauf les places de tir, parce que là, quand il y a un changement de propriétaire, il y a en tout cas chez nous une obligation d'assainir. L'armée s'est retrouvée avec 400 places de tir à rendre, et ils se sont rendus compte que ça allait devenir d'oises monstrueuses, tout ça. Mais ce plomb, mais les restrictions à l'usage, mais ne pose pas de problème. Par exemple, en termes de culture, ça peut être interdit, mais si vous le faites, il ne va pas prendre en fait. Justement, dans notre contexte, il y a un jardin pédagogique, donc il y a un intérêt de rendre ce sol. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ramener des enfants sur ce sol pollué. Donc, si on essaie de faire quelque chose avec du biochar et que ça maintient vraiment le plomb dans le biochar, et du coup, même s'il y a de l'érosion et tout ça,
Ils vont moins manger de biochar que de la particule de terre, j'imagine. Je ne sais pas, il n'y a pas la culotte là-dessus. Non. Par contre, on va très souvent faire de ce moment-là, dans ce cas-là, des bacs, par exemple, dans lesquels on va avoir un substrat qui est indépendant. Ce qui revient au paradigme que je disais tout à l'heure, c'est qu'un sol pollué est un sol foutu. Donc, quand on vous dit on va réhabiliter un sol, en fait, une pudeur de rosière, en fait, je ne dis pas qu'on a une décharge. Donc là, je ne connais pas d'exemple où il y a eu des tentatives. Vous avez eu des recherches à AgroParisTech, par exemple, où ils ont fait pas mal de cultures sur les toits de Paris. Il y a eu une thèse là-dessus il y a quelques années. Puis après, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était bourré de métaux lourds, leur substrat. Et puis, pas de chance, il y avait du cadmium pilate dans les épinards. Le cadmium, il passe, enfin, etc. Donc, c'est très compliqué. L'idée, c'est plutôt d'éloigner la victime potentielle du matériau pollué. Et puis de vérifier accessoirement que ce matériau pollué ça va pas migrer par érosion ou par des conditions, notamment redox, qui pourrait faire que le plomb. Redox et matière organique. La complexation avec la matière organique, si vous avez de la matière organique qui se disperse en microparticules colloïdales, ce qu'elle sait faire, bon là, ça va partir. Oui. Je voulais revenir justement sur la question précédente au niveau des excréments, mais au-delà des excréments, je voulais savoir ce que vous pensiez, par exemple, de l'idée de composter les cadavres humains. Ouais, moi j'aime bien composter. Pas composter, lombricomposter. Ça me plaît. Voilà. À part mes 2 prothèses de hanche. Oui, mais ça peut, on pourra les récupérer. Enfin, non, moi je pense que ça fait partie des choses qu'on doit apprendre à faire. Et qu'il faut avoir vraiment leur lettre de noblesse. Quoi. Ils vont démarrer en Suisse d'ailleurs. Hein, il y a des expérimentations. Ouais. Mais lombricompostage, il faut avoir l'avantage. Il faut en y venir. Oui. Alors ça va. Après, d'accord, la prothèse de hanche, mais il y a aussi tout ce qu'on a bouffé. Qui va aussi repartir là. Ma foi, de toute façon, si vous mettez dans un cimetière, ça y est aussi. Il y a certaines personnes atteintes de certaines maladies qui doivent incinérer. Bon, c'est d'un bilan. Ok, en tout cas, l'idée ne vous paraît pas complètement superflue et ridicule. Ok, très bien. Donc, il y a une association qui s'appelle Homo sapiens, dont je fais partie, donc vous pouvez aller voir un peu ce qui s'y passe. Et, en tout cas, il y a des expérimentations qui sont menées actuellement en Suisse et qui vont l'être également en France. Il y a eu des études avec des... Pardon. Des solutions qui sont légalisées aux États-Unis. Ouais. Non, je mettrais bien une pièce là-dessus. Je pense que dans 20 ou 30 ans, ce sera devenu une pratique courante. Donc, voilà, adhérer à Jusqu'au jour où, si je ne suis pas trop gâteux, on me montrera que j'ai eu tort. Mais voilà, il faut essayer. Oui, j'avais une question, puisque vous avez parlé de rapport matière organique sur argile à 24%. Voilà, moi je suis dans un jardin où en plus l'analyse ça donne des argiles granulométriques, donc c'est surestimé. Mais moi je trouve qu'on a 53% dans notre jardin. Voilà, alors moi je me posais la question, du coup j'ai l'impression le complexe argilo-humique qui doit être ce qu'il y a de plus stable, mais il doit exister d'autres complexes, peut-être, dans un sol, même pas avec des ponts cationiques ou des choses comme ça. Du coup, je me pose la question de cet excès, entre guillemets, puisqu'on a dit il n'y a pas de saturation de matière organique ou matière organique non liée. Enfin... J'ai pas compris où est-ce qu'il y avait un excès. 53%, c'est la teneur en argile. Non, 53%, c'est le rapport matière organique sur argile. Voilà, donc c'est qu'il y a eu un historique particulier, mais... Particulièrement labile, biodégradable. Ouais. Alors, le résultat, c'est parce que c'est n'importe régulièrement, etc. Donc, intensif. C'est plutôt historique, la teneur. Après, il n'y a pas une intensité excessive.
Ça ressemble. Vous êtes sur l'ancien marécage de l'année, etc. Une grande partie va être de la matière organique récalcitrante. Ouais. Et là, cela ne bouge pas beaucoup. Elle finit par repartir. Donc vous allez, si vous la suivez sur une dynamique sur 10 ans, vous commencerez à avoir des changements significatifs. Et puis elle va partir, elle va se minéraliser. Ce sont des terres extrêmement prisées des maraîchers. Et plus ils produisent sur ces terres, plus ils doivent se déplacer. Parce que évidemment, c'est un pays plus noir. Ouais, c'est associé aussi à une problématique de pollution au plomb, mais des taux très hauts, et d'autres ETM. Et du coup, je me posais la question justement de la stabilité de cette matière organique et des risques associés éventuellement à sa dégradation. Elle se dégrade beaucoup plus lentement que la matière habile qui va avoir un turnover rapide. Mais on a des grandes zones maraîchères, essentiellement sur une ancienne plaine marécageuse en Suisse, par exemple. On regarde ça de très près parce que ça part. Donc on est sur un siècle et demi. Hein. Alors là, on voit qu'on a perdu les 2 tiers. Et en plus, c'est une source d'émissions énorme. Donc dans la partie bilan carbone, c'est mis sous les feux de la rampe. Ça part. Alors oui, c'est une matière organique relativement stabilisée, donc elle va se dégrader même plus lentement qu'un compost. Mais elle va partir. Ok. Moi, je travaille beaucoup avec des couverts végétaux, donc j'espère que ça. Avec les minéraux, on a perdu 50 à 70%. Voilà, on y arrive. Hein. La matière organique, elle doit être renouvelée chaque année. Ces formes-là, d'un côté, sont très récalcitrantes, d'une état très élevée. Ça, c'est par héritage. Par contre, elles ne sont pas maintenues. Donc, quand même pas. Vous parlez de 24% maximum. Est-ce que c'est pas au-delà que ce qu'on appelle engorgement en matière organique? Non, alors c'est pas un maximum, c'est le seuil à partir duquel on est au top en termes de qualité statistiquement sur un territoire. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on a échantillonné des centaines de fermes, donc des milliers de parcelles, et qu'on a regardé la qualité de la structure à travers le temps, à travers la rotation, à travers les saisons. Donc moyenne. Et on voit qu'en moyenne, on a la qualité de top. Donc 24%. 17%, en moyenne, on est à la limite entre acceptable et dégradé. 12%, 100% de dégradé. Dans les systèmes agricoles. Voilà. Si vous avez une prairie sèche sur laquelle vous ne faites absolument rien, même si vous êtes à 5% de rapport matière organique argile, votre sol, il ira peut-être très bien. Et puis 24%, si vous faites un tractor pooling, ça ira pas. Voilà. Donc c'est une probabilité d'un certain état, c'est pour ça que ça s'appelle la vulnérabilité. Mais ça peut, au-delà d'un 4%, si je peux vous montrer des images des parcelles agricoles pour les cantons, puisqu'on a ces analyses obligatoires, et dans tous les systèmes de culture, on a des agriculteurs qui arrivent à gérer des parcelles à 30% de rapport matière organique argile, en excluant les terres noires, hein, dont on vient de parler. Donc il y a ça. Alors effectivement, vous dites, c'est pas possible. Puis après on dit, oui, mais alors là, c'est quoi? Et puis on a un système de culture, on a tout, donc écoutez, on va lever un quart, et puis vous allez bien voir, quoi. Donc c'est rien de problématique. Comme si on parle par contre d'engorgement en matière organique, ça a l'air négatif. C'est pas un terme qu'on utilise en agronomie, mais je pense à des situations, par exemple, dans le travail qu'on fait avec Nestlé, à un moment donné, ils nous disent là on a des parcelles en Afrique du Sud, les gens ont du fumier de poule, plus des déchets, des vagues de poule, tout genre, et ils mettent 120 tonnes par hectare et par an. Et ils sont très contents. Ah oui, c'est des sols sableux. Donc oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec je dis oui, mais est-ce que vous avez analysé la nappe? Donc ouais, bon. Alors, en plus des vagues de poulet intensifs en Afrique du Sud. Donc en soi, oui, vous pouvez cultiver sur la matière organique pure, hein, c'est pas, au contraire. Rapidement, de la mode du carton. Elle est passée. Ouais. Mais ça, elle est passée pourquoi? Alors ça fonctionne très bien, micro-agronomique. Hein. Par contre, il y a eu quand même quelques rapports d'analyse sur les cartons. Mais ça marche bien. Et ça pose un problème pour la consommation après? Ou c'est quoi le... C'est pas si direct. Dès lors que vous mettez un polluant dans un sol, Dieu sait quelle séquence d'ennui vous êtes en train de déclencher. Et c'est un des problèmes du sol. Quand vous polluez l'air ou l'eau,
les problèmes et les sirènes ne sont pas loin. Quand vous polluez un sol, ça peut être des résultats dans l'océan, ça peut être des résultats très délocalisés dans le temps et dans l'espace, et dépendants du cumul. Donc, c'est la difficulté à réguler ce qui se passe dans un sol, et notamment à ce que les gens prennent en compte des problèmes. Quand vous avez votre poste radio dans votre jardin villageois, enfin le jardin collectif, qui vous changez les piles et que vous les balancez dans le sol, bon, l'année d'après, les choux de Bruxelles, c'est bien, hein. Mais, voilà. Donc ça, c'est un problème. Voilà. Aujourd'hui, l'érosion, par exemple, depuis aujourd'hui, ça fait déjà bientôt 30 ans que l'alarme a été sonnée, c'est une des plus grandes menaces qu'il y a sur les ressources halieutiques marines. Pourquoi? Parce que les espèces marines se reproduisent dans des milieux de salinité abaissée, que leurs embryons ont besoin de plus d'oxygène. Il y a de sel, mais il y a l'oxygène. Donc, ils vont dans les estuaires. Les estuaires, ils sont bétonnés, hein, et 90%, 90% des espèces marines se reproduisent dans les estuaires. Et puis, non seulement ils sont bétonnés, mais il y a l'érosion qui arrive avec, ça part de la surface du sol, sont retenus là, notamment des pesticides, fonction des pesticides, perturbation endocrinienne, perturbation d'embryogenèse. Tu vois la reproduction des poissons. L'alarme, elle a été lancée en 1995. Donc, celui qui érode sa parcelle grande comme le truc, et à qui on vient tirer l'oreille, il dit, écoutez, ça va, quoi. Sauf qu'il y a lui, il y a Pierre, il y a Paul, Jacques, et puis qu'à la fin, on mesure des effets sur... Voilà. C'est un gros problème, ça, de la gestion de la qualité des sols, c'est qu'on cumule des problèmes très décalés dans le temps, dans l'espace. Donc, une grande partie, on ne les connaît pas. Je vous dis que la présence de baleines a une grande influence sur la reproduction de certaines espèces d'oiseaux océaniques. Je me demandais la preuve par neuf. Pourtant, ça fait bien montré. Voilà. Ça, c'est le problème des chaînes trophiques. Des baleines vives. Oui. Donc, quand elles ne sont pas là, on a une chute de la fécondité des espèces d'oiseaux.